À 72 heures justement de la rencontre Cameroun-Maroc, où en sommes-nous au Cameroun aujourd'hui avec la question des billets qui tentent encore de diviser autant les supporters camerounais qu'étrangers au Cameroun? Comment comprendre que la rencontre soldée de la semaine dernière entre le Cameroun et la République démocratique du Congo ait connu de graves soucis autour des billets et des billets d'accès au stade Japoma à Douala? Qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui à 72 heures? Est-ce qu'on peut avoir toutes les informations qui sont afférentes à la question des billets d'accès au stade de Limbe aujourd'hui? Et parlant bien sûr de Limbe, on le sait, la rencontre se fera exactement dans cette ville du Cameroun qui abritera la rencontre entre le Cameroun et le Maroc pour les demi-finales du CHAN. Madame, Messieurs, le Cameroun est en mouvement, on en reparle. Comment comprendre exactement aujourd'hui la liberté qui serait entre autres donnée à Basile Atanganakuna, l'ancien ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie aujourd'hui, et qui après avoir remboursé le corps du délit semble retrouver la liberté peu à peu. Les journaux camerounais s'en affolent d'ailleurs et s'interrogent sur la question évidente: peut-on dire aujourd'hui que la justice camerounaise soit impliquée dans une justice, peut-on dire en même temps justice à deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui explique la soi-disant libération du ministre de l'Eau, de l'ancien ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atanganakuna, quand on sait qu'il y a d'autres pontes du régime qui écument aujourd'hui les artères des prisons camerounaises pour pratiquement les mêmes chefs d'accusation? Madame, Messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à vous. Nous sommes au Zénith et au Zénith bien sûr d'ici 12 heures avec la grande famille. Nous reviendrons sur des sujets aussi importants de l'heure. N'oubliez pas, faites de la politique, sinon la politique va vous faire et au besoin, si vous ne la faites pas, elle va vous broyer. On en reparlera bien évidemment avec vous pendant cette édition. Bonjour à vous, bonjour à tous, installez-vous confortablement et bonjour à vous Charlemagne Bachou, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On s'interrogera tout à l'heure sur des questions aussi urgentes et importantes de la nation, Madame, Messieurs, avec Charlemagne Bachou, restez les nôtres. Mbongo Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Tous les jours d'une année au Cameroun sont tristes. C'est pour ça que j'ai dit jamais sans mon jujube. Aujourd'hui, 1er février 2021, cela me rappelle le 1er février 1962, 57 UP6 avaient été sortis de la prison de Nebel et mis dans un wagon sans air. Je veux dire par le système d'aération. Le pouvoir en place avait décidé de les exterminer doucement. Et Jean Fauchivet, à l'époque, chargé de l'enquête, disait non, parce que un président libérien devait arriver au Cameroun et que les UP6 faisaient de bruit à Douala, il fallait procéder à des rafles. C'est faux. Quand vous avez donc un 1er février qui est triste aujourd'hui, que pourront dire jamais sans mon jujube? Approchez-vous de la chefferie, on vous dira, parce que la tradition africaine aime la paix. Nous devons nous réconcilier avec nos ancêtres, sinon l'avenir risque d'être mauvais. Je dis bien mauvais. Réconcilions-nous avec les ancêtres qui sont le trait d'union entre nous et Dieu. On dit jamais sans mon jujube. On va vous apprendre l'utilisation de jujube. Approchez-vous de vos autorités traditionnelles. Aimons la paix dans ce pays, voilà, et cultivons la paix. Merci beaucoup, mon Bengan Kandji. Et bien là, le jujube fait parler plus d'un. Vous l'avez gardé et désormais, vous demandez aux Camerounais de ne jamais s'en séparer. Il ne faut jamais vous séparer de vos jujubes. Ouais. Voilà les méthodes d'utilisation, dans la posologie, pour utiliser votre langage, vous sera communiqué chacun à côté de son autorité traditionnelle. Voilà. On se rapproche de la chefferie. Merci beaucoup, mon Bengan. Karine Santia, bon début de semaine à vous et bonjour. Bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Une usine artisanale de fabrication de bombes a été découverte à Douala 5e. Une usine de fabrication de bombes artisanales a été démantelée à Douala 5e. Mais selon les images qui nous parviennent, des jeunes auraient été victimes d'une explosion dans ce site.
Alors, on en reparlera bien sûr tout à l'heure avec la revue des réseaux sociaux, puisque ça fait bien sûr parler la toile aussi. Hein, et malheureusement, il y a eu mort d'homme. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. J'utilise la bouche de Mbombo qui a mangé les jujubes et qui a, recraché. Et le souhait que je fais à travers sa bouche qui a mangé les jujubes, c'est que la société de téléphonie mobile Citron arrête d'inscrire spontanément leurs clients à des souscriptions qui leur coupent du crédit tous les jours. Parce que non seulement ils nous font du harcèlement téléphonique au travers de leur publicité, lorsqu'on appelle des gens, on n'a pas la possibilité, on ne sait même pas si on est en train d'appeler ou pas, c'est la publicité. Mais à côté de ça, tous les jours, je parle pour moi, mon crédit m'est défalqué. Tous les jours, pour un truc que je ne sais même pas en quoi ça consiste, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je sais juste qu'on me coupe tous les jours. Après avoir appelé le service client, on vous dit d'accord, on va vous désabonner, on vous raconte des histoires et le lendemain, on vous envoie le message encore pour vous dire qu'on vous a coupé. C'en est de trop. Je sais que moi, je le subis et plein d'autres Camerounais le subissent. Donc, bien vouloir, très cher, arrêtez. Arrêtez parce qu'il s'en est de trop. Et je réitère mon vœu de voir comme tel prendre les devants, prendre les rênes au niveau de la télécommunication au Cameroun. Citron, c'est qui? Non. C'est citron. Citron, non. Il y a aussi pamplemousse. Merci. Merci à vous Dominique Audrey. Madame, monsieur, n'oubliez pas les plateformes bien connues. Equinox TV, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, allez vous y abonner. Ou encore Equinox 10-12, le Zénith sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires des sujets qui seront évoqués sur ce plateau. Pour ceux qu'on pourra lire, vraiment on les lira. Et rassurez-vous que même après l'émission, nous vous lisons toujours avec beaucoup de fierté et nous prenons à cœur toutes vos réactions. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin, c'est une histoire compliquée, assez complexe, qui met en scène une jeune femme âgée de 30 ans et son vis-à-vis est âgé de 32 ans. La relation a commencé en 2017. Au début de l'année 2017, ils se sont mis ensemble et la jeune dame qui nous écrit nous dit que lorsqu'elle a rencontré le monsieur, il ne faisait pas. Il n'avait rien, il n'avait pas d'emploi, mais tout de même, elle a gardé l'espoir que celui-ci puisse trouver un travail. Ils se sont mis ensemble et malheureusement, quelques semaines après la rencontre, la mise en commun, elle a perdu son géniteur. Le garçon ne faisait rien. Il n'avait pas d'emploi. Oui, monsieur. Elle a perdu son géniteur, son père. Elle a perdu son papa. D'accord. Et malheureusement, ou bien heureusement, le garçon n'avait rien. Elle a financé et le voyage de celui-ci. Et celui-ci ne lui a même pas donné de quoi acheter les chaussettes pour la dépouille de son père. Mais est-ce qu'il avait doté? Il avait doté? Ce n'était pas... Vous êtes sûr que vous voulez ça? Je dis, est-ce qu'il avait doté? Ne dites pas qu'il achetait des chaussettes. Il n'a pas doté, il n'a pas de droit. Et c'est pour ça que même là, le transport, il n'y a pas donné. Non. Et qu'elle lui a payé. Charles Séchard, ne vous embrouillez pas. On commence l'histoire. Reprenez l'histoire pour qu'on comprenne le fond. C'est-à-dire qu'elle rencontre quelqu'un avec qui elle vit. Oui, on se met ensemble. Son père décède, le père, la fille décède. 3 semaines après. La rencontre. Et moi, je paye le transport de mon copain pour qu'il m'accompagne au village. Je paye sa boisson, sa nourriture, son logement. Je lui paye tout, en fait. Oui. Et il est juste un figurant. Oui, c'est vrai que comment... Permettez, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Voilà. Ils sont revenus à Douala ou à Yaoundé. Choisissez la ville qui vous arrange. Et la relation a continué normalement. Sauf que après le décès de son père, quelques mois après le décès de son père, elle a décidé d'aller s'installer chez le garçon, en disant que sensiblement 6 mois après le début de la relation, elle allait s'installer avec le monsieur. Et 2 ans et demi, elle tombe enceinte du monsieur. Oui, on est à 2 ans et demi de la relation. Jusqu'à présent, le monsieur ne travaillait pas. Donc, elle s'installe avec lui et elle avait un emploi dont elle gérait les factures, elle lui donnait l'argent, elle le dépannait de temps en temps pour qu'il aille faire les jobs et tout. Et puisque la grossesse était presque à terme, elle dit à son chéri, bon, tu vois, on va avoir un enfant, il n'est pas bien que l'enfant reste dans une maison où il n'y a pas de toit, les travaux ne sont pas finis, donc
si tu veux, moi, avec le peu d'argent que j'ai, on va faire les finitions pour que l'enfant naisse dans de bonnes conditions. Le monsieur était d'accord. Il vit en location? Non, dans la maison familiale, dans une dépendance de la famille du monsieur. Et il a entamé les travaux et heureusement ou malheureusement, elle a donné naissance à son bébé. Avant l'accouchement, il lui a dit, bon, voici une somme. C'est pas malheureux, c'est heureux. Oui, voilà. Voici, disons, je dis n'importe quoi, voici 200 000. Si jamais j'arrive à l'hôpital et qu'on demande que ce soit une césarienne, tu vas venir, tu vas simplement prendre cet argent ici. Mais si ça se passe bien, ce sera bien pour nous tous. Donc, elle finit d'accoucher. Elle va d'abord chez sa mère pour qu'on la masse. Elle dit qu'elle n'a fait que 2 semaines là-bas parce qu'elle n'a pas supporté et elle est rentrée dans son foyer et elle trouve que celui-ci a fini les travaux. Et elle lui demande, mais où est-ce que tu as pris l'argent pour terminer les travaux? Il dit que non, l'argent que tu avais prévu pour ton accouchement, là, j'ai utilisé ça puisque le monsieur avait... Ce n'était pas un problème. En février de l'année dernière, elle reprend son travail normalement après le congé maternité. En mars, malheureusement, le coronavirus fait, on a réduit les effectifs au niveau de la société où elle travaillait et elle est rentrée à la maison. Et le bonheur a été que son conjoint, son vis-à-vis, lui, il a eu un travail. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Son vrai visage, le visage du monsieur, en fait, s'est révélé. Je vais la faire courte. Elle raconte que lorsqu'elle sortait pour aller par exemple passer le week-end chez sa mère, le monsieur lui ne dormait plus à la maison. Lorsqu'elle essaie de le mettre face aux faits, il lui dit qu'elle n'est pas sa gardienne. Elle a eu ce qui l'a touchée, elle a eu un entretien d'embauche un soir, elle avait un rendez-vous en fait et elle a demandé au monsieur de garder l'enfant. Et lui, il lui a dit que non, moi je ne garde pas ton enfant, tu prends ton enfant, tu pars avec. Elle dit que ouais, s'il te plaît, je vais juste au rendez-vous et je reviens. Le monsieur, elle a essayé de se faufiler, il a couru avec l'enfant pour lui donner son enfant et il est tombé. Donc depuis ce jour-là, plus rien ne va. Le monsieur a pris ses pieds, il allait dire à la mère de la fille, maman, j'ai déjà fait 4 ans avec ta fille, maintenant je ne veux plus la voir chez moi. Je ne veux plus d'elle. Je t'en prie, ce n'est pas parce qu'elle a investi chez moi qu'elle va penser que ça va se faire, ça va être comme ça. Je n'en veux plus. Elle n'était pas obligée de faire les travaux de rénovation chez moi. Donc, prière de demander à ta fille et à son enfant de me libérer de la maison. Donc, elle ne savait pas. Elle va rendre visite à sa mère. Sa mère lui dit que donc, tes frères, ta famille est là comme ça. Tu as l'argent. Jusqu'à tu allais investir dans la maison de l'homme là. Donc, sache donc qu'il ne veut plus de toi. Aujourd'hui, cette femme, elle vit encore chez le monsieur. Elle n'a plus de travail. Ça fait depuis le mois de novembre, ils n'ont plus de rapprochement. Voilà, parce que lui, il allait dormir dans la chambre de son père, il est de son côté là-bas. Il lui a interdit formellement de se rapprocher de quelques membres de sa famille. D'abord, qu'elle dit qu'elle ne connaît même personne dans la famille du monsieur. Ah bon? Elle ne connaît personne? D'accord. Elle ne connaît personne. Et la seule personne qu'elle est susceptible de connaître, on lui a dit plus jamais. Il ne veut même pas entendre que tu as franchi. Elle a appelé son beau-père, entre guillemets. Celui-ci lui a demandé d'attendre parce qu'il est au village en train de faire des travaux également. Donc elle est là comme ça. Il y a la honte, la gêne de rentrer dans la famille maternelle parce qu'elle ne sait pas trop comment ça va se passer. Et elle dit que l'environnement n'est pas propice pour elle pour qu'elle rentre là-bas. Aujourd'hui, elle vend du soja pour pouvoir gérer les besoins immédiats de l'enfant. Et que pour s'occuper de l'enfant, le monsieur, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'histoires. Elle dit qu'elle a toujours été une femme visionnaire et tout, mais le monsieur en face était un feignant de nature. Voilà. Le mot feignant, elle évoque le mot feignant? Oui. Il y a beaucoup de Non, elle évoque si feignant? vous voulez, je fais une capture et on met à l'antenne. Non, il n'y a pas de souci. Ah, juste se rassurer, c'est elle évoque feignant. Oui. Donc, elle est outrée et elle estime justement que son enfant, c'est un feignant. Elle ne sait pas comment elle fait. Elle reste là-bas où elle fait comment elle part, où elle n'a personne chez qui elle va aller vivre. Je sais pas. C'est une histoire de femme qui, c'est assez douloureux quand même. Comme on a déçu. Mentionner ça. C'est assez douloureux, justement, ce qu'elle traverse. Vous, à sa place, vous faites quoi? Je rentre chez mes parents. Ouais. Je rentre. Simplement? Oui. Ouais. Oui, je dis toujours que peu importe ce qu'on aura beau faire à nos parents, on aura beau les décevoir, on aura beau faire des bêtises, leur faire du mal et tout, mais lorsque vous aurez un problème, les seules personnes qui seront susceptibles de toujours vous accepter, de toujours vous ouvrir les bras, ce sont vos parents. Donc il ne faudrait pas avoir honte d'avoir fait les mauvais choix. Mais maintenant, il faudra être assez forte pour encaisser les reproches que les gens vont vous faire. Parce que en moins d'un an, en moins de 6 mois, quelques jours... L'attitude, sera laquelle quand on encaissera? Quand on encaisse les reproches, on fait quoi? C'est quoi l'attitude? Vous la mettez en veilleuse.
et vous subissez tout ce qu'on va vous dire. Parce que oui, les gens vont être méchants. Les gens vont se moquer. Peut-être parce que de dire il faut être silencieux, il faut se taire. Oui, vous restez tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Vous restez tranquille. Il y a que elle sera sujette à des railleries, même dans sa famille. Vous savez qu'aujourd'hui, une femme qui est allée s'installer avec un homme et qui revient à la maison, généralement les cousines qui jalousaient un peu cette dernière en feront un sujet de causerie, feront de ça un sujet. Ce sera à l'ordre du jour au Parlement tous les jours. Oh, elle pensait que quoi, qu'elle a eu le mari et tout. Oui, madame, vous vous êtes précipitée. Ça a été une erreur monumentale d'aller comme ça vivre chez cet homme-là. C'est pas pour dire que les hommes qui ne travaillent pas n'ont pas le droit à l'amour. Mais maintenant, un homme qui ne travaille pas, c'est une chose. Et maintenant, un homme qui se bat, même s'il ne travaille pas, à subvenir dans la mesure du possible à votre besoin, c'est autre chose. Il ne travaille pas et le fait qu'il s'asseye là et qu'il attende tout de vous, ça c'est un problème. On ne peut pas rester avec un homme comme ça. Parce que effectivement, j'accepte qu'elles disent que c'est un feignant, c'est un paresseux. Et en 2021, des hommes qui paraissent, ça n'aide pas. Parce que une femme doit imaginer grand. Elle doit voir loin. Et pour y arriver, elle a besoin d'un homme à ses côtés qui voit également. Donc, si vous avez un homme qui va s'asseoir à la maison et qui va vous dire « Moi, je suis trop beau pour aller taper les parpaings dans une fabrique parce que j'ai des diplômes » et attendre que vous rentriez le soir avec les 500 de bénéfices que vous aurez vendus pour manger et ensuite faire des galipettes, non, madame, ça ne vous aide pas. Et maintenant, les jeunes filles, les jeunes femmes qui se retrouvent dans des relations et qui pensent que pour être sûr que ce sera le mari, court pour aller s'installer avec le monsieur, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale et surtout que vous n'avez pas eu l'aval, la bénédiction, l'accompagnement de votre famille. C'est un problème aujourd'hui. Donc, c'est pas pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi, mais le mariage à tout prix, ça finit comme ça. C'est un sourire parce qu'en réalité, ce que vous dénoncer, c'est des réalités que nous vivons au quotidien. Et on sait comment les filles vivent dans des maisons, parfois on a 30, 35, 40 ans, on est un poids pour la famille et lorsque l'homme arrive, tout ce que vous faites, c'est dire on se détache, on vit chez nous et puis on s'organise pour notre vie. Michel, on est un poids. Vous avez le sentiment que cela ne pense pas bien? On est un poids pour sa famille quand on ne travaille pas. Si vous travaillez et que vous vivez dans la maison familiale, vous ne serez pas un poids. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on dise aux jeunes femmes que quand tu as 35 ans et que tu n'as pas eu de mari, vraiment, va trouver le premier qui sera prêt à partager sa couche avec toi pour aller rester chez lui. Il y en a qui ont commencé comme ça, mais qui ont construit leur vie. 5-10 ans, ils ont vécu ensemble et puis sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais sauf qu'ici, elle est en face d'un ingrat. Son histoire donne plus l'impression qu'elle voulait tellement avoir un homme dans sa vie qu'elle a acheté le mariage. Et aujourd'hui que celui-là a trouvé une femme qui parle le même langage que lui, parce que c'est comme ça que les hommes sont. Avant, quand ils n'ont rien, ce sont des rientons, non, il est beau, il est doux, il est facile à apprivoiser. Et lorsqu'il trouve une femme, ou bien lorsqu'il trouve le travail et qu'il peut s'offrir des lunettes, une cravate, un téléphone à 200 000, il se souvient à quel point il souffrait. Et quand il vous regarde, il se souvient de sa souffrance. Et il ne veut plus se rappeler de cette époque-là. Donc vraiment, soyez sages. Oui, au mariage, mais pas le mariage à tout prix. Dominique Audrey nous donne son point de vue. Karine Santia, vous pensez ici que cette fille a fauté ou c'est l'homme avec qui elle vit qui est, entre guillemets, le feignant? Elle a fait une grave erreur. Une très grave erreur de partir s'installer avec lui alors qu'il n'avait rien entrepris pour lui montrer à elle qu'il voulait être avec elle. Quand on veut une femme, on entreprend des choses pour montrer qu'on veut être responsable d'elle. C'est pourquoi on va rencontrer la famille et on s'engage, même si on ne va pas l'épouser tout de suite, même si on ne va pas doter tout de suite, on prend quand même des engagements avant de partir avec elle. Elle s'est levée un jour et elle est partie. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas du tout. C'est d'abord la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'elle a tellement mis dans cette relation qu'elle a oublié qu'il faut évaluer. Pourquoi ses parents l'ont laissé partir? Je ne veux pas savoir. Très bien. Je ne veux pas savoir. Je interpelle également les responsabilités parentales simplement. C'est vous. Faites-le. Maintenant, ce qui se passe dans cette histoire, il faut vraiment le dénoncer. On évalue toutes les relations. Je dis on évalue toutes les relations et elle a manqué l'évaluation.
Après 6 mois dans une relation, vous devez évaluer à quel niveau est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que j'apporte dans la vie du Tipsy? Qu'est-ce qu'il apporte dans la mienne? Qu'est-ce que ça donne? Quand vous faites déjà un enfant, ça arrête d'être chérie, bisous, bonjour. C'est pas ça. Ça arrête d'être les bisous. Votre responsabilité devient énorme. On ne pense plus pour soi. Vous deux là, vous ne pensez plus pour vous deux. Vous pensez d'abord pour l'enfant. Comment est-ce qu'il va manger? Comment est-ce qu'il va dormir? Comment est-ce qu'il va se lever? Est-ce qu'il doit aller à l'école? Est-ce que dans 5 ans, il sera ci, il sera ça? Il a mis la pression pour qu'elle tombe enceinte. Sauf que dans le cas présent, elle est tombée enceinte. Et le gars n'a montré aucun intérêt. Donc vous voyez même pas le gars qui rentre un jour avec une chaussette pour montrer qu'il est vraiment volant. Il a vraiment envie de voir ce bébé. Elle ne voit même pas l'engouement. Il ne rentre même pas un jour et dit que chérie, est-ce qu'on doit acheter la bassie? Non, c'est elle qui garde encore l'argent de son salaire pour acheter ci, pour acheter ça, soit disant qu'il ne travaille pas. S'il vous plaît, ne jouez pas sur notre intelligence. Vraiment pas du tout. Même les hommes qui n'ont pas de boulot ont une activité. Est-ce que vous ne tapez pas un peu trop sur l'homme sans vous poser des bonnes questions? Je tape sur la fille. Moi, je tape sur la fille. Je n'ai rien à voir avec l'homme parce que moi, je ne le connais pas. Lui, il est inexistant. Il n'était même pas d'abord un homme. Donc, laissez ça. Il a seulement utilisé je sais pas trop, son liquide pour faire un enfant. Il n'est pas un homme. Dans l'histoire, il n'est pas un homme. Pour vous, la fille est comment? Je m'intéresse à la fille. Elle a été trop légère dans les considérations. Trop légère. Elle n'a rien pris au sérieux. Elle était seulement, c'est mon mari, j'accepte tout. Et voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rentrer chez elle. Elle doit rentrer chez ses parents. Parce que quand un homme ne vous veut pas, il dit, c'est pas qu'il... Il n'a pas dit que... par exemple, il y a des problèmes entre nous, il faut qu'on résolve ça. Non. Ou il n'a pas dit que va chez vous, d'abord tu m'énerves. Non. Il est parti dire à ta mère que je ne veux même plus ton sac qui est chez moi là, il faut aller porter ça où tu demandes de rentrer. Vous ne croyez pas qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent être empiriques? Je ne veux pas savoir. Non, comment vous ne voulez pas savoir? Il peut avoir le garçon ne va pas raconter sa version. Effectivement. Je me reste sur ce que la fille a dit. Est-ce que c'est suffisant pour... On n'a jamais demandé l'autre version sur ce plateau, donc je pense que je peux quand même rester sur ce que la fille a raconté. Oui, on a même demandé l'autre version. Et ce que cette fille dit est largement suffisant pour qu'on fasse des analyses. Et pour rester dans son cadre, il faut comprendre qu'elle n'a pas pris cette relation-là du bout où il fallait la prendre. Elle a pris cette relation dans le sens du bisou. Et ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas arriver chez un homme qui vit chez ses parents, vous entreprenez de tout refaire. Et vous ne voyez même pas en lui une volonté. Vous pensez que c'est votre mari. C'est pas votre mari. D'accord. C'est un homme avec qui vous avez fait un enfant. Et faire un enfant avec un homme, ce n'est pas être marié. Très souvent, on entend justement dire que ces femmes, c'était des sorcières. Cet homme est un sorcier, Charlamagne Bachou? Non. Cet homme est une victime, monsieur Michel Bachou. Une grosse victime qui tombe sur le coup d'une lapidation méphistophélique de ce plateau. Monsieur Michel, allons sur la base. Vous avez... Dominique, je suis suspendu avant les... Soyez suspendu. Attention de tomber. Vous risquez de tomber. Monsieur Michel, cette fille rejoint ce garçon à quelques semaines seulement du décès de son père. Les femmes ne comprennent pas qu'il y a un besoin là où Dieu a été malin, très malin. Il a enlevé le facteur sécurité chez la femme, il a mis chez l'homme. La fille était en manque de sécurité. La femme, ce qu'elle recherche, au-delà de la longueur du sexe, au-delà de tout, elle recherche, monsieur Michel Gachou, la sécurité. Là où une femme trouve la sécurité, elle s'agrippe et ne défend que cela, la sécurité. Comment s'est passé le deuil de son père? Il fallait interroger. Comment s'est passé le deuil de son père? Le chef de famille a-t-il joué le rôle? Encadrer la veuve et les orphelins. La fille en rentrant ne s'est-elle pas sentie désormais seule, abandonnée de tous, livrée à la vindicte populaire? Je pense que ça appartient, c'est ce genre de famille où lorsque vous partez enterrer votre parent, vous déposez, vous tournez, chacun prend sa route. Donc il y a une responsabilité familiale. Première responsabilité de la famille qui n'a pas pu encadrer ses enfants. Le chef de famille de la fille. Il devait encadrer la famille, même si on a 30 ans. Même une femme à 73 ans, si elle n'a pas de sécurité, elle mourra. C'est la raison pour laquelle les couples, quand vous voyez l'homme meurt le premier, la femme ne met plus l'homme.
parce que la femme ne se sent pas encadrée, elle ne vit pas la sécurité. Quand on dit généralement que les problèmes de la femme s'arrêtent le jour qu'elle se marie et ceux de l'homme commencent le jour de son mariage. Dès que vous attaquez une femme, elle dit attendez mon mari, je ne dis rien, attendez mon mari. Même si à quoi, c'est le mari qu'elle appelle, parce que c'est sa sécurité, c'est sa barrière. Donc on ne peut pas condamner cette fille pour être allée dans cette nation parce que dès les premiers jours, elle avait besoin d'une sécurité et ce gars lui fournissait la sécurité dont elle avait besoin. Il devait être, et pour être à même de la défendre et de la protéger. Premier point. Deuxième point, M. Michel Gachou, dans ce genre de deuil, l'homme n'a rien à faire. C'est un figurant parce qu'il n'a pas doté la fille, il n'a pas toqué à la porte, il n'est pas connu. C'est 5 francs, même s'il donne. C'est pas considéré. Ça ne passera. Qui prendra? Personne ne prendra. Donc on lui paye le transport. Personne ne prendra. C'est sa sécurité. La jeune fille a cherché sa sécurité. Le gars au trop peut venir, il achète à boire dans la maison de la fille, mais ça ne compte absolument pas parce qu'il n'est pas connu. Autre monsieur Michel Gachou, cette fille doit se reprocher aussi un fait. La femme, lorsqu'elle travaille, l'homme ne travaille pas, elle a un regain d'autoritarisme violent. Monsieur Michel Gachou, la femme ne se rend pas compte. Quand une femme travaille et que l'homme ne travaille pas, inconsciemment, la femme est violente. La femme est autoritaire. La femme est méprisante, monsieur Michel Gachou. Ça, je peux vous le dire. Les hommes qui ont été victimes peuvent le témoigner aujourd'hui. Cette fille a sa part de responsabilité dans cela parce qu'à des moments, elle envoyait des pics, certainement causés avec elle. Elle envoyait des pics. Ils sont allés dire que tu fous même quoi? Tu fous mon argent. C'est sur ça que je relançais Karine de moi. Voilà. Est-ce que empiriquement, il n'y a pas d'autres situations? Oui, il y a une antériorité des antécédents. Cette fille était autoritaire, elle était violente. Je ne dis pas et je ne légitimise pas le fait, monsieur Michel Gachou, pour le garçon d'avoir adopté ses attitudes à la fin. Mais j'estime que beaucoup de femmes. Moi, j'ai un grand cousin, monsieur Michel Gachou, il a fait l'AVC. Je le dis, c'est vraiment avec ma douleur que je le dis. Il était très actif. Il a fait l'AVC où il est tétraplégique, il ne bouge pas. Alors, je ne veux pas dire tétraplégique parce que tous les pieds inférieurs, même l'inférieur, et son côté, je crois, droit, qui ne bouge pas. Monsieur Michel, il est en train de regarder la télé, la femme vient, l'arrache devant moi. Pas une, pas deux fois, elle arrache la télé. Comment tu regardes ça, ça te sert à quoi? Tu bouges encore? La femme le torture. Et vous voyez, il y a des femmes qui le font parce qu'elles ont passé le temps avec des frustrations et tout et consort. Donc voilà un peu ce que pouvait vivre ce garçon, assumer quand il rentre d'euthanasie, vous regardez, tu regardes la télé et tout et tout. Deuxième chose, et dernière chose, monsieur Michel Gachou, il y a l'isolation de la famille. La fille s'est complètement isolée de sa propre famille. Aujourd'hui, vous voyez, les réactions que la mère affiche, c'est les réactions que la fille connaissait déjà de sa famille, une famille intéressée. Ah, donc tu as préféré nous abandonner pour aller investir chez ton gars. Et il y a beaucoup de familles qui le font, qui brisent le foyer de leur fille parce qu'on dit tout ce que tu gagnes doit venir chez nous. Et enfin, il y a le papa du garçon. Comment est-ce que moi vivant, dans la même maison, je vais laisser mon fils venir chez moi, habiter avec sa femme, sa copine, trouver le mot chez moi. Mais monsieur Michel Gachou, c'est nous-mêmes qui sommes les artisans de notre monde. Vous vous rendez compte que ce quadritype, ce triptyque que j'ai présenté là à la fin démontre que cette famille... Merci M. Mbachou. On vous a compris sur cette question, effectivement. Bonbon Bengan Kandje, il faut sanctionner. Mais s'il faut sanctionner, il faut déjà voir. Charles Amel a posé les bases. Dominique Ondé également a fustigé l'attitude du garçon. Karine a fustigé l'attitude de la fille. Maintenant, sociologiquement, parce qu'il y en a qui sont très nombreuses qui nous regardent ce matin et qui sont très nombreux qui vivent ces situations, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les uns et les autres? Surtout, invoquant la responsabilité familiale, si vous voulez, parentale. Oui, absolument. Cette histoire rappelle celle de vendredi, vous allez me dire. Et là, j'avais demandé à l'homme de répudier la femme. Parce que précisément, la femme, en conservant l'argent, les 2 millions, j'ai dit, elle devait intégrer la maison tout en conservant l'argent. En disant, la maison sera terminée et achevée quand je suis à l'intérieur. Maintenant, va me doter. Mais tu ne peux pas rester en location, bloquer l'argent en disant donne-moi d'abord, on verra ensuite. Non, ça ne te fait pas. Le phénomène de viens, on reste ne commence pas aujourd'hui. Nous, on appelle ça en notre langage le mbom. Oui. Le mbom, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Comment on résout ça? On résout ça par ceci que quelqu'un, votre fille peut vous dire, maman, si je n'épouse pas ce garçon, je vais mourir. J'entends des expressions de cette tendance qui m'a appris ça. Mon cœur a flashé. Mon cœur, bon, comment on résout ça? C'est l'encadrement de la famille.
Donc la famille ne doit pas vous laisser. Pourquoi? Parce qu'aucune personne ne voit sa nuque. Et on dit, une femme amoureuse est aveugle. Donc, c'est à ce moment que vous comprenez donc ce qu'on appelle le processus du mariage, de la dot. Pourquoi on dit souvent aux prétendants qui ne parlent pas? Pourquoi ce sont les familles qui parlent, pas les deux? Parce que le sentiment d'amour peut dépasser l'entendement, le raisonnement normal. Il faut chaque fois que la famille intervient, vous encadre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est dans cet esprit. La femme était très amoureuse. On ne peut pas le lui reprocher. Du tout. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aimer. Oui. C'est une femme d'aimer et s'investir pour son gars. Mais maintenant, il faut que la famille du garçon se dise, mais c'est la femme, parce que quand la femme vient construire sa maison chez toi, il construit, est-ce que tu vas parler fort demain? Est-ce que ce n'est pas parce que le gars sait que, bon, la fille ici qui construit, je ne pourrais même pas parler? Et le père du gars laisse faire. Ça veut dire que c'est une mauvaise famille, la famille du garçon. Voilà, je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Il faut ramener la fille et lui dire n'investit plus ou qu'est-ce qu'on fait? Permettez de me dire. Mais justement. Qu'elle arrête justement toute action tout à fait. Ça veut dire quoi? Le processus aurait pu être enclenché pendant le décès du père de la fille. Oui. À travers la présence de la famille du garçon. Ce n'est pas la fille qui ne vient pas dire mon chéri, accompagne-moi de non. Est-ce que le père du garçon qui vit encore, qui sait que la fille d'autrui vit chez moi, chez mon garçon, que comment son papa vient de mourir, donc la personne avec qui je devais parler pour la dot de sa fille, quel est mon comportement? Maintenant, la fille amoureuse n'a pas la possibilité de lire ça. Elle est amoureuse. On dit souvent qu'on ne peut pas donner des conseils à une femme amoureuse. Oui. C'est pour cela. On réfléchit toujours après coup. Donc, même sa maman, on n'a pas pu imaginer que cette fille est en train d'entrer dans une famille, en fait, qui n'est pas une bonne famille. Est-ce qu'elle est même acceptée? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce que cette question-là, c'est sa propre famille qui aurait dû les poser. C'est pas elle. Elle a un sentiment d'amour. Donc ici, ce que je conclus, comme dirait Dominique, elle rentre chez elle. On dit souvent, n'importe qui, la chose arrête. Ne rentre chez toi. Dans ça, on dit, si les éléphants n'ont pas dévoré ton champ, c'est que tu ne travaillais pas. Voilà. Autre chose, on dit aussi, la meilleure école, c'est la vie. Et surtout, ne regrette rien du bien que tu as fait. Donc elle rentre, il y aura des railleries, il y aura, mais surtout ma fille, garde ton attitude. Je suis sûr que demain ce garçon viendra encore revendiquer sur ton enfant. Oui. Donc reste, rentre et ils vont se retrouver peut-être demain. Merci à vous, mon Bengan Kandje. Merci. Vous êtes très nombreux, bien évidemment, à nous laisser des messages sur nos plateformes Equinox TV, sur Facebook ou encore sur 10-12 le Zénith. Tout à l'heure, on vous lira et puis on prendra bien évidemment vos nombreux points de vue sur l'histoire de ce matin. Tout de suite, madame, monsieur, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la grogne dans les rangs des 25 000 recrutés dans la fonction publique sans salaire depuis 10 ans dans ce pays. La promesse d'un recrutement de 25 000 jeunes diplômés camerounais a été faite par le président Paul Biya lors de son discours à la jeunesse, la veille de la traditionnelle célébration de la fête de la jeunesse du 11 février 2011. À l'issue d'une réunion du comité de pilotage que présidait Jules Dorène Dongo, le secrétaire général du Premier ministre, le 1er mars 2011, les conditions de recrutement de ces jeunes avaient été rendues publiques. Les 25 000 jeunes diplômés à recruter, avait-on dit, auraient le statut d'agent public relevant du Code du travail et ne seront donc pas des fonctionnaires comme certains l'espéraient, mais des contractuels d'administration.
les jeunes ont dit, ok, ça ne nous dit rien, on va laisser le Ben Sikin et tout, on va foncer. Étaient concernés les titulaires de tout type de diplômes délivrés par l'ordre de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et professionnel, histoire de donner la possibilité aux Camerounais atteints par la limite d'âge de se présenter au concours administratif. Le recrutement devrait être ouvert aux diplômés âgés de 40 ans au plus au 30 avril 2011. De nombreux jeunes ont été recrutés, mais à ce jour, ils sont nombreux à avoir les larmes aux yeux, à avoir démissionné faute d'argent. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'était une mesure cosmétique sans aucun fondement. La preuve, 10 ans après, certains résistent grâce au gombo, grâce au choco et à la grande corruption. 10 ans après, ceux âgés de 40 ans, cette année 2011, ont 50 ans aujourd'hui. 50 ans après avoir passé 10 années sans le moindre sou. Quel type don de bonheur l'État du Cameroun leur a donné? Comment comprendre la méchanceté de nos gouvernants dans ce pays? Comment comprendre que les 25 000 jeunes diplômés ont été floués, ont été frappés? Voilà l'expression qu'on utilise dans le langage des Féman, ils ont été frappés. Comment comprendre que l'opération spéciale de recrutement des 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique, instruite par le président de la République, est virée au cauchemar pour de nombreux jeunes recrutés? Rêve devenu cauchemar. C'était trop beau pour être une réelle volonté du gouvernement de sortir la jeunesse du chômage. Un autre bluff, parce que l'année d'après, on nous parlera de 350 000 jeunes recrutés. Comptons avec les Ben Sikineurs. 10 ans après cette opération, plusieurs d'entre eux sont sans contrat, sans matricule, sans prise en charge salariale. Ils attendent désespérément que le chef de l'État revienne faire un discours le 10 février de demain, 2021, et dans ce discours, que le chef de l'État ait le courage de reconnaître qu'il a fait une fausse promesse à la jeunesse. Comment vivent-ils? À le savoir. Savez-vous qu'on avait promis à ces jeunes que la situation salariale sera prise en compte dans les 6 mois qui suivaient leur recrutement? Jules Dorendongo, à l'époque SGPM. Promesse qui dure depuis 10 ans. Savez-vous qu'à ce jour, les mêmes sauveteurs d'hier ont mis en place des mécanismes officieux pour rétrograder certains de la catégorie dans laquelle ils avaient été recrutés, alors qu'ils n'ont jusqu'ici pas eu de matricule. Cas de se recruter à la Cour d'appel du Sud, un véritable enfer. Savez-vous que certains, au moment où je vous parle, se trouvent dans le désarroi au nord Cameroun, extrême nord Cameroun, au niveau de Yagua, bec de canard, sans salaire ni prise en charge? Ils sont aidés, comme l'histoire de ce jour racontée par Dominique Audrey, par des jeunes filles qui croient en l'amour. Voilà là où le gouvernement nous a entraînés à devenir des gigolos parce qu'il n'y a pas d'argent. Ayons le courage de le dire. Ils assument aujourd'hui le fait d'être des gigolos là-bas parce qu'on ne les paye pas. Savez-vous qu'à ce jour, le collectif de contentieux de 25 000 jeunes diplômés ne savent plus à quel sens se vouer après de multiples requêtes introduites au ministère de la fonction publique et les arbitrages infructueux de la primature. Pire, savez-vous que leurs dossiers ont à ce jour déjà passé plus de 10 mois depuis le 22 juillet 2020 au Minfopa sans succès? Voilà des jeunes. Ils ont rencontré Emmanuel Bondé à l'époque. Ils ont discuté avec la succession des ministres. À chaque fois, on dit laissez les dossiers au secrétariat, allez déposer ces dossiers au Minfopa, on va étudier sans succès. Pourtant, les contrats de certains anciens recrues de la fonction publique sont toujours bloqués au secrétariat technique pour le recrutement des 25 000 jeunes diplômés du Minfopa. Saisi, le dit secrétariat déclarait qu'il ne disposait pas encore de statistiques
définitive sur ces cas de personnes sans matricule sobre. Voilà ce que le secrétariat dit après 10 mois. Le même secrétariat technique pour le recrutement de 25 000 jeunes diplômés, allait encore jusqu'à déclarer que 5 000 jeunes se sont désistés au cours de l'enrôlement de 25 000 jeunes diplômés engagés en 2011. Pourtant sollicité il y a 3 ans, Joseph Lé, patron de la fonction publique et de la réforme administrative, avait promis à ces jeunes hommes et femmes que la situation devait être régularisée dans un délai de 17 jours. Ça faisait 3 ans. Dans un délai de 17 jours, avait-il rassuré pompeusement, officiellement, devant le tam-tam national. Il avait alors instruit à ses collaborateurs, science tenante, de lui produire un rapport détaillé sur la gestion de ce dossier afin de boucler avec la régularisation des dossiers administratifs de ces personnels indignés. Qu'a-t-il fait en 2021? Rien. Bis repetita. Comment comprendre que ces jeunes continuent de tirer le diable par la queue 10 ans après, alors qu'ils sont des responsabilités, des bouches à nourrir, et c'est vraiment compliqué de joindre les deux bouts. Ceux qui ont travaillé, qui ont été recrutés à 40 ans, dans le souci pour le chef de l'État de faciliter ceux qui avaient traversé l'âge des concours à être intégrés. Ils ont 50 ans, monsieur le chef de l'État. Vous avez prorogé encore jusqu'à 60 de poussières. Va-t-on leur verser les rappels? Y a-t-il encore leur argent? Franchement, quand c'est l'État qui manque, quand c'est le gouvernement qui frappe, on se pose la question de savoir, est-ce que véritablement ce qui nous est dit, c'est la vérité? Avoir ces jeunes arpenter les rues, avoir tous ces reportages sur ces gars qui triment, qui tirent le diable par la queue. Beaucoup sont morts, d'autres les femmes les ont abandonnés. Hélas, ils assument au moins avec fierté d'être des gigolos. La colère, bien sûr, exprimée ce matin par Chalamel Mbachou, je ne vous conseillerais pas d'être des gigolos, c'est très dangereux. Si vous êtes très jeune, vous êtes garçon, bien, et vous choisissez d'aller avec des femmes plus vieilles que vous. Vous savez comment on a infecté ces gars? J'ai eu particulièrement M. Michel. Non, vous voulez ajouter ma colère? J'ai eu les gars qui sont à l'extrême nord, M. Michel Gachou. Nos gars qui sont à l'extrême nord disent qu'ils vivent là-bas. Ils ont serré le cœur. C'est les femmes qui les nourrissent. Voilà, mais il faut justement dire que c'est très dangereux. Mais il faut que l'État sache. Oui, lorsque vous allez avec des femmes plus vieilles que vous, parce que vous êtes très jeune, c'est pas conseillé. Et effectivement, c'est dire à la jeunesse qui nous regarde que ce sont des pratiques à proscrire. Quand on est dans une société qui se veut raisonnable, on est jeune garçon, on s'arrange à avoir des femmes proportionnellement, soit à son âge ou un peu plus inférieur à son âge. N'allez pas avec vos mamans, ça ne vous aidera jamais. C'est très important. Mais la colère est exprimée, Chalamel Mbachou, Karine Sontia, Dominique Oudré et Maman Bengan. Une colère quand même qui montre encore, on va dire, le ciel noirci, bien sûr, du Cameroun aujourd'hui. Et Chalamel l'a très bien dit, comment le gouvernement camerounais peut choisir de mentir ses citoyens. Est-ce que les différents ministres de la fonction publique et de la réforme administrative qui ont acté, sanctionné et validé ce projet de 25 000 recrutés au sein de la fonction publique et contractuels pour certains, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui avec des Camerounais qui se plaignent disant que 10 ans après, ils n'ont rien reçu comme argent, pas d'intégration à la fonction publique, s'il fallait rassembler les plaintes, Karine Sontia, vraiment des plaintes, des plaintes et qui écument les commissariats, les brigades, les consorts et le palais de justice, est-ce que le gouvernement camerounais pourrait vraiment payer cela aujourd'hui? À cette époque-là, le ministre de la fonction publique était Emmanuel Bondi. Et il avait tenu à rassurer les étudiants sur le fait qu'ils allaient vraiment être intégrés. Les étudiants ou les jeunes? Les jeunes qui déposaient, parce qu'il y avait parmi eux les étudiants, certains qui étaient encore en faculté, qui déposaient les dossiers. Et le premier bémol dans cette affaire, c'était qu'on nous avait dit qu'on avait découvert quelques irrégularités et des contraintes lors les premiers dépôts des dossiers. On nous avait dit qu'il y avait des erreurs lors du remplissage des fiches de candidature, le retard dans l'acheminement des dossiers physiques des régions vers le pôle central qui était Yaoundé, la transmission tardive de certains
dossier de candidature de l'ambassade vers le Cameroun parce qu'il y avait les Camerounais vivant ici et à l'étranger dans l'appel. Il y avait le dépassement des âges requis, il y avait les cas de fraude par dossier multiple, les cas de fausse identité, les cas de faux diplômes et autres. C'est pour ça qu'on avait renvoyé la première publication des listes des présélectionnés qui était prévue le 2 mai 2011 au 31 décembre 2011. Après cela, on avait prévu aussi que la prise en charge des personnes recrutées allait commencer le 27 juin 2011 et leur affectation devait être le 10 juin. Donc, ils devaient commencer à être payés soit 7 jours après leur affectation. L'affectation commençait le 10 juin et la prise en charge à partir du 27 juin. Effectivement. Donc, voilà comment est-ce qu'on avait prévu ça. Sauf que après ça, jusqu'aujourd'hui, on nous avait dit que oui, on avait renvoyé la publication des listes au 31 décembre. Ok. Jusqu'aujourd'hui, qu'on a publié les listes et que les gens ont été affectés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas payés? Pourquoi est-ce que ceux qui sont même affectés n'ont pas de matricule? Parce qu'en dehors même d'être payés, il y en a qui n'ont pas de matricule, qui ne sont intégrés nulle part dans la fonction publique. Pourtant, ils travaillent pour l'État du Cameroun. Pourquoi est-ce que parmi ceux qui ont été recrutés, il y en a qui ont été affectés ou dans des régions où vous ne connaissez personne, on ne vous donne pas les primes d'affectation, on ne vous donne pas les indemnités de logement, on ne vous donne rien, on vous jette comme ça à la merci de tout le monde et vous commencez à vous battre comme des lions, comme vous pouvez, pour pouvoir suivre et servir l'État du Cameroun. Vous arrivez par exemple, le personnel, il y a des personnels qui étaient affectés par exemple au service des affaires sociales, qu'on affectait dans des commissariats et autres, qui étaient obligés de faire le manche parfois à des policiers et autres collègues pour pouvoir suivre au quotidien. Mais ça sert à quoi au final de dire qu'on a un matricule et pourtant on ne peut pas s'en servir? Il y en a qui sont des enseignants aujourd'hui qui ont été affectés dans des localités qui traversent Bodma-Karlaba pour pouvoir travailler. Mais ils travaillent depuis 10 ans et ils n'ont pas de salaire. Ça sert à quoi finalement? Ils auraient pu vendre des tomates qu'aujourd'hui ils auraient pu avoir une maison, même si c'était en planche ou en matériaux provisoires. Parce que vous voulez servir votre nation et après vous devenez la risée de tout le monde. Ça sert à quoi s'ils arrivent? Il y a dans ce pays des gens qui travaillent comme ça gratuitement pour leur État pendant 10 ans. Le président de la République n'était pas obligé. Maintenant, on commence quand même à comprendre que c'était en vue de préparer les élections de 2011. Voilà. L'élection présidentielle de 2011. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est encore passé en 2016. C'est ce qu'on appellerait justement une arnaque, comme Chalamel, d'ailleurs, l'a peut-être mentionné tout à l'heure. La frappe. La frappe. Parce qu'il y avait des frais de dossier. C'est même la fémania en réalité, on peut taxer sur les fémania. On arnaque les populations, on vous frappe, on vous fait des promesses que nous n'avons pas. Mais quand même 10 ans après, est-ce qu'on ne va pas dire que les jeunes Camerounais eux-mêmes, quand on leur demande de faire la politique, ils s'en foutent, ils sont victimes justement de l'éloignement qu'ils ont avec la politique même nationale aujourd'hui? Où sont les jeunes hommes qui font la politique là? Parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui n'en font pas, il y en a qui font. Où en sont-ils? En prison. Ah, pour ceux qui sont en prison. Voilà. Les marchés du 22 septembre. Les Bibi-Sac et... Salomon Béas, voilà, donc vous voyez que voilà des jeunes qui ont choisi spontanément de faire de la politique et aujourd'hui ils sont là où ils sont. La liste est très longue. Donc, faire la politique et se retrouver à cet endroit précisément, ou bien pas, vous choisissez de ne pas en faire et vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Faites 10 ans, vous travaillez pour l'État, vous n'avez pas de salaire. Oui, parce que vous pouvez faire la politique. Oui, vous pouvez au moins être un gigolo et vous mangez dehors. Hein. Ah, vous conseillez ça aussi? Au lieu d'être un politicien en prison, vous mangez quoi? Dominique Outraille. Oui, l'empirie. Ça veut dire quoi ça? C'est ce qu'on faisait au camp à la GP là-bas, la nourriture, le riz avec la sauce d'argile mélangée. Voilà. C'est le cas des 25 000 est comme le film Mensonge d'État. C'est comme Charles Hamel disait vendredi, c'est la plus grosse arnaque, le plus gros mensonge. Le plus gros. Non, c'est comme il dit l'un des plus gros. Hein. C'est l'un des plus. Ça, c'est pour les jeunes. C'est le plus gros bluff pour les jeunes. 40 ans maximum, c'est le plus gros bluff des jeunes. C'est vraiment, c'est énorme. Parce que pendant 10 ans, il y a eu des morts. Et il y en a qui sont morts d'attente. Et pendant cette période-là, il y en a beaucoup qui malheureusement ont démissionné de leurs emplois et ils se sont dit non, je m'en vais travailler pour le Ngomna. Là-bas, tu es sûr, tu travailles, on te paye, tu ne travailles pas, on te paye. Donc mieux, je démissionne.
aujourd'hui, ils sont en train de s'en mordre les doigts, malheureusement. Donc, le gouvernement de Paul Biya, à travers de Emmanuel Bondé jusqu'à celui qui est là actuellement, Joseph Lé, on peut dire que c'est des boulangers. Ce sont des boulangers, qui vous ont roulé dans la farine. Ils nous roulent dans la farine. Ouais. Parce que M. Bondé, à son époque, a dit 6 mois, d'ici janvier 2012, les choses vont se faire. Sauf que M. Lé est arrivé, lui, lorsqu'il a dit, c'est quoi? Il a donné 14 jours 17 jours. 17 jours pour que les choses se fassent. Et on est encore là aujourd'hui et on a des jeunes qui sont en train de hurler, ils crient au loup. Parce que rien ne marche. Monsieur. Vous faites 10 ans. Vous travaillez pour une entreprise, si vous voulez, pour l'État. Oui, c'était les douanes, la santé, admettons que vous pouvez encore faire un an, vous l'éducation. C'était parti. J'ai fait un an de sacrifice, j'ai donné un an, c'est un sacrifice. Gratuitement. Comme on dit souvent. Sans rappel. 2 ans, 3 ans, vous avez 10 ans. De toute façon, c'est que quand l'État veut payer, vous avez 30 ans. Ça veut dire que vous avez 40 ans aujourd'hui. Voilà. Vous avez 10 ans de votre vie gratuitement, vous n'avez rien fait. Et on fait quoi? L'espoir fait vivre. Michel, hier, vendredi, si vous disiez, vous demandiez comment quelqu'un peut accepter 1000 francs. 1000 francs. Vous voyez que les gens travaillent, genre, non? Ils sont en deçà de 1000 francs. Ils n'ont rien. Je lave les voitures. Moins 0. Je lave les voitures, j'achète la brosse, je prends le savon, je demande une laverie. Oui, c'est mieux, je lave les motos. Je suis sûr qu'à la fin de la journée, je gagnerai 1500, 2000. Et s'il vous plaît, là où ils travaillent, on affecte les directeurs d'école publique chaque jour. On change les directeurs. Vous pensez qu'ils font comment pour pouvoir avoir de quoi payer le taxi? C'est le chocolat. Et voilà, on fabrique des bandits, on fabrique des corrompus aujourd'hui. On en fabrique parce qu'il faut bien vivre. Un homme, il va sortir de chez lui, il va laisser femme et enfants à la maison. Il faut bien remplir la table. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas voler? Oui. Lorsque vous allez arriver, par exemple, au palais de justice et que vous aurez besoin de faire un truc rapidement, c'est lui qui va venir, il va prendre votre dossier et vous allez lui donner quelque chose pour qu'il le fasse rapidement. Je me demande dans quel état d'esprit les parents qui nous regardent ce matin se retrouvent, parce qu'il y a des parents qui ont jeté bien sûr l'espoir sur les enfants en disant que voilà, allez forcément faire ce recrutement de 25 000 dans l'espoir que l'État, que nous attendons depuis pas mal d'années, censé donner du travail, puisse vous en donner et vous en profiter. J'imagine quand même le désespoir des parents, le désespoir de ces papa et maman qui nous regardent ce matin. Ces parents c'est juste une image, hein. C'est comme une mariée qu'on a abandonnée devant l'hôtel le jour du mariage. Le marié n'est pas là. Croyez-vous au Cameroun, madame, messieurs, continuerons bien sûr à croire à ce pays qui aurait tout donné pour qu'on en soit, nous en sommes aujourd'hui? Quel appel à la jeunesse camerounaise qui nous regarde aujourd'hui? 25 000 ans après, beaucoup sont ceux-là qui ne reçoivent pas leur salaire, qui n'ont pas d'indemnisation, qui ne sont même pas recrutés, mais qui sont reconnus comme étant... C'est bizarre, pourtant on a besoin de personnel. Et c'est incroyable. 25 000. Le Cameroun, il y a une année, on parlait de encore que ça, moins d'un million de fonctionnaires. C'était même petit. C'est même pas alors que c'était insuffisant pour les besoins. C'est très important qu'on en parle. Nous vous saluons, madame, messieurs, restez des nôtres. Le sujet est fort évocateur. Bon retour à vous, mesdames, bon retour à vous, messieurs. Installez-vous toujours devant votre petit écran. Et vous qui avez votre smartphone en main, merci de prendre le pool de 10-12, le Zénith avec Equinox Télévision. Vous êtes très nombreux, bien évidemment, à nous regarder tous les matins. Vous tentez, vous aussi, de comprendre des choses qui sont importantes pour le Cameroun. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y en a parmi les recrues de 2011, parlant de 25 000 jeunes qui ont été recrutés en 2011, 5 000 avaient déjà au départ désisté et ne faisaient plus partie de la course. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y avait 20 000 qui sont restés. Et dans les 20 000 aujourd'hui, il y en a qui depuis 10 ans n'ont pas de salaire. Je te parle bien de 10 ans sans salaire. La semaine dernière, à travers un certain nombre d'articles lus dans les journaux, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a approché sur la question, fait savoir qu'il ne saurait se prononcer parce que des voies et moyens sont en cours pour trouver des solutions à ce problème. Mais comment peut-on quand même, dans un pays, dit-on, géré avec un gouvernement qui fait un travail entre guillemets satisfaisant, ce qui est encore à démontrer, laisser des Camerounais
incroyablement travailler pour le pays et ne pas restituer justement leur salaire. Est-ce que le gouvernement de Paul Biya aujourd'hui serait quand même capable de dire que oui, nous vous reconnaissons 10 ans avoir travaillé sans salaire, nous vous reconnaissons comme tel et nous vous reverserons vos 10 ans de salaire impayés? Le gouvernement peut-il se mettre dans une posture pareille, au moins en vue d'enlever ce qu'on appellera au Cameroun la honte qui plane au-dessus de lui? La question bien sûr est posée. Bonbon Benga Kandji, vous avez très souvent sur plateau interpellé celui que vous appelez, on va dire, habituellement l'entrepreneur en chef. L'entrepreneur en chef est-il dans ce cas l'entrepreneur, vraiment avec tout le respect que nous devons, devait-on valider ces propos qui semblent aujourd'hui être plus que jamais mensongers vis-à-vis de la jeunesse, dont le 11 février prochain encore, il viendra célébrer une énième fête avec ces derniers? Vous savez, vous avez sûrement entendu parler du mot, de l'expression le banditisme politique. Voilà. C'est un livre qui a été publié par un philosophe camerounais de glorieuse mémoire, aujourd'hui n'est plus, Victor Kamga, militant du PC. Il avait eu sa thèse de doctorat d'État le même jour que le professeur Sinjung Pokam, mais lui n'a jamais enseigné à l'université parce que militant de l'UPC, on l'a affecté au lycée technique de Douala Koumassi. Il a fait 2 années à Bafoussam. Il est revenu à Koumassi, il a fait près de 40 ans avant sa retraite et sa mort. Il a fait commis un ouvrage, le banditisme politique à l'heure du renouveau, en 2005. Pour comprendre ce qui se passe, et vous interpellez les Camerounais souvent dans leur engagement politique. L'engagement politique ne veut pas nécessairement dire prendre la carte d'un militant d'un parti politique. Mais les Africains sont politiques dès la base. Parce que chez nous, tout est lié. Et tout est lié à la science. Vous pouvez, on doit commencer par les observations. Est-ce qu'on observe la même chose? Justement, vous êtes dans les croyances. Faut-il croire? Non, c'est là où la religion nous a embobinés. Il faut croire, il ne faut pas croire. Non, nous sommes dans la science. Quand vous émettez des observations, vous émettez des hypothèses, vous les interprétez, vous vérifiez et vous concluez. Le président Paul Biya fait un discours le 1er juin 1995 où il annonçait le bout du tunnel. C'était un jeudi. Vendredi, le 2, à 5 h du matin, les employés de la SOTU, quand ils venaient, ils ont vu sur leur banderole à l'entrée la SOTU a fermé. Alors qu'à 20 h hier, on vous annonçait le bout du tunnel. Donc, on entrait dans le tunnel. À ce moment, il faut faire l'observation que nous sommes en train d'entrer dans le tunnel. Et pour calmer les Camerounais, le ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, donne une interview fleuve à nos confrères de Jeune Afrique Économie. Il dit, voici comment le Cameroun va sortir de la crise. Nous sommes encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a remarqué quelques temps après, 2 ans seulement après? Les services spécialisés de la BA vous disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et ces particuliers-là, ce sont les fonctionnaires. Précisément parce que des années avant, en juillet 92, le ministère de la fonction publique, toujours Sali Daïrou, alors qu'on interdit aux fonctionnaires de faire des affaires, lui dit, il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire des affaires. Voilà, quand vous êtes dans cet environnement-là, et on lance un concours, un avis de recrutement, ce n'est même pas un concours, un avis de recrutement, où le ministre des enseignements secondaires seulement, Mbappé, a dit que lui seul, il peut recruter 25 000. Ça veut dire qu'il y avait du champ. Qu'on pouvait même recruter. Il peut recruter 25 000 et c'était insuffisant. C'était même insuffisant à l'époque pour les enseignements secondaires. Mais on essaie de les répartir. Il fallait au moins revenir à la première doctrine que lui-même, le président Biya, savait. Vous venez d'être recruté à la fonction publique, que ce soit comme fonctionnaire ou comme contractuel d'administration, parce qu'on a eu des étudiants qui étaient ailleurs, qui venaient, on les prenait comme ça. On vous envoie à Kayele, à Molundu et tout. D'abord, le démembrement de l'État au sein duquel vous travaillez, si c'est l'agriculture et les affaires sociales ou quoi, le responsable de la localité vous accueille, il vous héberge un moment donné,
en attendant, parce qu'il faut prendre le service. Ouais, dès que vous avez la note de prise de service, remonte à Yaoundé par les mêmes canaux et votre rappel, on va vous dire, pour le moment, frais d'installation, d'abord votre transport est payé, frais d'installation et tout, et tout. C'est pour ça que vous pouviez arriver à un endroit où vous ne connaissez même pas la langue. D'abord, c'était ça, l'optique, il fallait connaître le pays. C'est pendant la retraite qu'on vous ramène progressivement vers votre lieu de naissance pour préparer votre retraite. Aujourd'hui, on vous envoie comme ça, permettez l'expression, à la gueule du loup. C'est ce que j'appelle le banditisme politique. Voilà. Donc, mais pour faire croire aux gens, mais oui, on t'a quand même recruté, tu as le matricule, non, et tout. Vous avez vu que les gens, on fignole, on jongle, on fait tout et tout, des réseaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, il y en a même, comme disait, je pense qu'on a dit ça la semaine dernière, il y en a qui sont allés, ils ont attendu. Le rappel ne vient pas. Bon, ils rentrent dans le travail, il y en a même qui ont perdu, mais d'autres sont rentrés dans ceux qui avaient des jobs à côté et tout, parce qu'on disait que le travail fonctionnait, bon, c'est pas gros, mais il y a au moins le matricule. Tu es sûr de travailler jusqu'à la retraite. Mais ici, vous ne pouvez pas. Charles Membachou, à la colère bien sûr exprimée ce matin, le gouvernement ment, le gouvernement vole, le gouvernement arnaque, le gouvernement est dans la filouterie, le gouvernement est dans une espèce d'attitude qui ne l'honore pas et qui n'honore pas le Camerounais recruté. Aujourd'hui, lorsqu'on fait 10 ans sans être payé comme c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Quelle révolte peut-on justement exprimer? Comment peut-on exprimer sa révolte? En se taisant, en quittant, on aura tout perdu, mais finalement, quelle est la bonne attitude à obtenir ou à avoir devant une telle situation? Je vais vous répondre avec le texte de Rudyard Kipling qui avait dit, je cite, « Jeune homme, si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruite en un seul jour, si tu peux voir l'ensemble des objets sur lesquels tu as focalisé ta vie s'effacer, partir en flammes, te lever sans incliner un murmure, te remettre à rebâtir, tu seras un homme. » C'est ce que je peux leur dire. Faire fi de tout cela et faire comme vous, abandonner, se relancer, se remettre et partir de nouveau. Pourquoi? Je le dis, M. Michel Ngachou, déjà nous ne parlons plus de 25 000, nous parlons de 20 000 recrutés. Le chef de l'État avait lancé la politique de 25 000. Il y a eu 5 000 qui ont désisté. On est sur la base de 20 000. On a pu relancer un nouveau concours pour recruter. Ça, c'est important. Première chose. Deuxième chose, le chef de l'État, en cette année, en ce mois, avait dit, en ce jour, il avait dit que c'était un recrutement spécial. Qui dit recrutement spécial dit critères spéciaux. Mais d'où vient-il, M. Michel Ngachou, qu'on a appliqué encore l'arrêté du ministre de la fonction publique du 4 octobre 1982 à ces jeunes? Pourquoi? Pourquoi a-t-on appliqué ce principe, cet arrêté du 4 octobre 1982 à un recrutement spécial? Qui stipule? Non, j'en viens qui stipulait M. Michel Ngachou. Je m'en vais vous dire, cet arrêté fixe les quotas de places réservées aux originaires de chaque province ainsi qu'aux anciens militaires sans inscription. Monsieur Michel Ngachou, sur la base de ce texte, par rapport aux 25 000, on a pris 7 500 postes à attribuer aux ressortissants des 3 régions septentrionales, 3 500 places pour le centre, 1 000 places pour chacune des régions du sud et de l'est, 3 000 postes pour le littoral, 3 250 places pour l'ouest et 2 000 places pour le sud-ouest. Voilà ce qu'ils ont arrêté, monsieur Michel Ngachou. Alors, nous avons 5 000 qui désistent. Comment se refait la répartition? Vous avez des individus dont les notes venaient, c'était les élites, les députés qui portaient région par région les dossiers pour arriver. Est-ce que cela avait respecté le quota? Monsieur Michel, quand vous discutez avec ces jeunes, aujourd'hui, vous disent non. Toi, tu t'es retrouvé là-bas. C'était tel député à l'époque qui avait pris mon dossier. On partait déposer les dossiers. Toi, tu as fait comment pour arriver? Sinon, c'était tel ministre qui était venu, avait demandé qu'on essaie de rassembler. Toi, tu as fait comment? Non, c'était passé par tel préfet, tel sous-préfet. Vous vous rendez compte que voilà une république où on lance un recrutement spécial? Mais c'est des quotas, c'est des cooptations, monsieur Michel Ngachou, où les gens tiennent les dossiers. Alors, vous vous rendez compte que de la même manière qu'on se plaignait des volontaires, de la même manière qu'on se plaignait des stadiers, si on évolue dans ce pays avec le système de cooptation, où pour pouvoir faire quelque chose, il faut connaître quelqu'un, être quelqu'un derrière quelqu'un pour devenir vous-même quelqu'un, on ne va jamais aboutir. On ne va jamais arriver à quelque chose dans ce pays. Ça met plein de points d'interrogation. Je vais vous lire la note
du Premier ministre Philémon Yang lorsqu'il est saisi, M. Michel Gachou, concernant cette affaire. Il dit « Soumettre à ma haute appréciation, sous bordereau unique, l'ensemble des 111 dossiers frappés par mesure de suspension du visa administratif. Annuler les projets actes de contractualisation de 29 candidats qui n'ont jamais complété leur dossier. Prendre des mesures spéciales internes sollicitées par soin en vue de corriger les anomalies et de diverses natures observées lors de la formalisation de 117 dossiers de certains personnels. Prendre toutes les dispositions à l'effet de clôturer définitivement l'ensemble des opérations relatives aux recrutements spéciaux des 25 000 jeunes diplômés de la fonction publique et soumettre à mes services et à la très haute et complète information du président de la République. Signé Philémon Yang. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Voilà une autre qui l'adresse au ministre des Finances, M. Michel Gachou. Alors ça suppose que le chef de l'État a eu connaissance que, monsieur le Président, ce que vous avez lancé là, c'était le bluff, il n'y a pas d'argent pour payer ces gars. Soit c'est arrivé sur le Premier ministre, il a jugé bon ne pas envoyer. Est-ce qu'il y avait l'argent? Ou on s'est dit on recrute d'abord. Vous savez, j'ai discuté avec un responsable d'un institut privé, dont je vais taire le nom, qui m'a dit, vraiment Charles Hamel, parfois quand on se retrouve à être bloqué ici là, il n'y a pas de moyen de payer nos différents enseignants, on lance des concours de recrutement pour des filières spéciales. Les gens viennent avec les frais de dossier. C'est les frais de dossier, d'études, d'exactus là qu'on récupère pour régler souvent les salaires de certains enseignants. Je dis, il me l'a dit comme ça. Mais c'est encore prouvé parce qu'il y a quand même un mécanisme, on a un trésor public. Monsieur Michel Gachou, il y a des structures où chacun met la main dans la caisse. Si vous êtes 2, 3 partenaires, l'autre vient, il y a combien dans la caisse, donne-moi. Il y a combien, les gars récupèrent la rentrée. Vous savez qu'à la rentrée, parfois, on perçoit tout en abandonnant les différentes personnes qui doivent percevoir les salaires. Donc j'en viens à ça pour dire, est-ce que l'État avait véritablement l'argent pour pouvoir payer ces différents jeunes qu'on récupérait? Et pourquoi les Camerounais ne se sont-ils pas posé la question à ce moment précis de savoir où en sommes-nous avec l'argent de l'État? Comment l'État, qui fait un recrutement spécial, ne prend pas la peine de faire une répartition normale en disant pour le ministère X, Y et Z, voici les besoins. Pourquoi à ce moment précis? Là, on se pose encore des bonnes questions. L'État, dans son plan de relance et surtout d'émergence, ne s'est pas demandé j'ai besoin des Camerounais formés à des postes bien précis ou à des compétences particulières. Monsieur Michel, j'en viens à vous dire que savez-vous que pendant 10 ans, de 2000 à 2010, avait une portion de 2012, il y a eu beaucoup de concours qu'on a lancés, l'État n'avait pas d'argent. Il y a beaucoup de concours qu'on a lancés qui n'ont jamais vu les résultats affichés. D'accord. Et on paye les frais. Est-ce que vous pensez d'exemple? Il y a eu plein de concours qui ont fait 3, 4, 5 ans. Il n'y avait pas, pardon? Même s'il n'y avait pas d'argent pour payer ces jeunes-là, il y a eu quand même 9 budgets de l'État entre-temps qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Je dis, chaque fois on a voté le budget de l'État, le budget attribué au ministère de la fonction publique et le budget attribué au ministère des Finances chaque année. Pourquoi ces différents ministères n'ont pas intégré ces jeunes qui n'ont pas eu de salaire depuis 10 ans dans leur budget? Peut-être avant que vous ne preniez les messages. Ils ne servent à rien ou ils ne sont pas dans la fonction publique. Avant que vous preniez les messages, Karine, on se pose encore la question de savoir, mais si vous êtes ministre aujourd'hui, vous êtes directeur, vous êtes, je ne sais pas, fonctionnaire, quel que soit le cadre ou le rang que vous occupez, que vous mettiez un temps soit peu à la place de ce Camerounais qui est abandonné là-bas à Yagoua, où il n'a pas d'argent, il n'a rien pour le fonctionnaire ou en Gomon. Mettez-vous un temps soit pas à sa place et essayez justement de vivre. Sauf si ça ne vous dit rien, parce que on se demande finalement, bon, pour s'en sortir dans ce pays, il faut faire quoi? Il faut appartenir à une loge pour s'en sortir? Non, il faut revenir à la tradition. N'est-ce pas? Oui. Vous avez votre Il y a les solutions là-bas. Vous avez le jujube déjà, c'est important. Non, au moins là, lorsqu'on fait des observations, on fait appel aux ancêtres. C'est incroyable. Si on était bon, malheureusement, on ne fait pas l'histoire avec les si. Vous êtes dans les églises. Si vous venez dans la tradition, on se regroupe, nous faisons les mêmes observations. Nous prenons une prière commune, les choses vont changer. Merci beaucoup. Karine Santia, les messages de nos téléspectateurs sur les sujets évoqués depuis ce matin. Les filles, arrêtons le chantage émotionnel des hommes, vraiment. Une femme amoureuse est vraiment aveugle, vrai.
Chalamel a raison sur les femmes qui deviennent méprisantes quand elles travaillent. Le problème, tonton Chalamel, est que tu as souvent affaire à un homme escroc, paresseux. Tu sais qu'il t'escroque, mais tu l'aimes toujours. Est-ce le mépris qui est le plus fort? Non, je vais répondre à ça. Vous savez, monsieur Michel Ngacho. Dominique, non, monsieur Michel Ngacho. Moi-même qui vous parle, je soutille l'argent dans le portefeuille de mes épouses. Ah bon? Oui, les femmes aiment ça. Toi là, Oui. tu as encore pris mon argent. Les femmes aiment ça. C'est-à-dire que vous sortez, vous n'allez pas avoir de propos pareils. Ça participe au jeu du foyer, du couple. Non, quand vous dites soutirer, le mot est assez fort. Est-ce qu'elle est là quand je me perds? Non. Est-ce qu'elle est là? Non, vous parlez à mon vision. Monsieur Michel, je peux lui dire vraiment là où tu vois là, je cherche une brochure abandonnée sur le salon. Le temps qu'elle sort pour regarder au salon, vous avez bien de 1000 francs. Elle vous appelle, vous avez je ne vois pas mes 1000 francs, tu dis vraiment, c'est moi qui ai pris. Je te donne ça à mon retour. Ça fait beaucoup d'argent que tu me donnes. Ouais. C'est un jeu, ça participe au jeu. Quand on dit que vous savez qu'il vous escroque, qu'il vous fait non, c'est des expressions qui font enlever l'escroquerie. Il a pris l'argent. Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme qui escroque les femmes, Chalamel Bachou? C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est rien, il est contre-productif en réalité, ou bien il ne produit rien, mais il s'arrange quand même à avoir des femmes qui ont un peu, parce que celles-ci vont prendre soin de lui. Monsieur Michel, je vais vous dire quelque chose. Il y a des femmes qui suivent un homme pour un intérêt. Ouais. Le gars s'habille bien. Point. Elle ne regarde plus à côté. Hein. Ouais. Elle ne regarde que ça. Jusqu'au jour où elle trouve encore un gars qui s'habille plus bien que vous, elle part. Elle le regarde. Vous savez, la femme est focalisée. C'est pour ça que vous allez voir une femme qui va dire, mais comment j'ai vécu 20 ans avec elle, je n'ai pas pu voir ça. C'est parce qu'elle ne regardait que... Et l'homme sait. L'homme sait que la femme avec qui je vis, elle m'aime pour mon intellect. Elle m'aime parce que je réfléchis. L'autre va dire, la femme s'y m'aime parce que je suis chaud, parce que moi j'ai des reins qui travaillent bien. Et le gars s'arrange à être l'épouse de monsieur Michel. Il ne vit que pour ça. Ça n'oublie pas. Timothy Lekunze. Voilà. Allez, Karine Santia, les messages. Cette femme et son enfant peuvent venir vivre chez moi, le temps qu'elle trouve un toit. Ce monsieur est incompris. C'est un homme qui dit où c'est une femme? C'est un homme. C'est un peu un homme. C'est un homme qui dit ça. C'est ça. Il faut que Lago, c'est toi le problème. Tu perds ton père, c'est toi qui payes le transport de ton gars pour qu'il t'accompagne à ton deuil. Massa, l'amour, je vois que tu fais partie des filles qui disent que l'amour est aveugle. Jamais l'amour voit bien. Même dès lors que ton amour commence à être aveugle, rencontre immédiatement un ophtalmologue. Sinon, tu vas lire sur le calendrier. Monsieur Michel, je connais une dame qui a pris l'argent pour donner à son mari de la doter. Le mari a doté. Ils sont ensemble depuis 25 ans. C'est 25. Non, ne dis pas que c'est différent. Regardez la tendance. Parce qu'on a payé le taxi. On dit qu'elle n'a pas évalué sa relation. À votre histoire, monsieur Bachou, évalué. j'ai une histoire similaire, effectivement. Donc, ils sont pratiquement 12 ans de relation aujourd'hui. Le mec faisait rien. Michel Gadjou, cette femme n'a pas évalué sa relation. Non, effectivement. Mais qu'est-ce que vous appelez évaluer la relation? Non, on ne prend pas des engagements sans évaluation. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous croyez que vous évaluez seules vous les femmes? Nous, on n'évalue pas? Justement, elle devait évaluer. Elle n'a pas parce qu'à un moment donné, je le dis on fasse personne. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que les hommes n'ont plus besoin des consommatrices réellement? Oui, on est d'accord, ils n'ont pas besoin de paresseux. En tout cas, ils n'ont même jamais eu besoin de paresseux. Alors les hommes veulent aujourd'hui quand même des femmes qui travaillent aussi, non? Qui apportent un peu à la maison, non? C'est ce qu'elle faisait, non? C'est ce qui se passe dans l'histoire. Elle a même fait plus. Parce qu'elle ne travaillait pas seulement pour apporter. Elle travaillait pour faire tout. Ouais. Sauf que là, maintenant, elle s'est cognée le front au mur. Voilà. Prenons les messages. Voilà. Pour qu'on se comprenne mieux. Quand on demande aux femmes de travailler, elle insulte. Moi-même, je confirme, quand une femme a un peu d'argent que l'homme, si elle est mal élevée, c'est l'orgueil à volonté. C'est donc pour ça que vous devez redoubler. Même si vous êtes un homme, qu'aujourd'hui, vous faites la moto et que votre femme est par exemple fonctionnaire, ne vous contentez pas simplement de la moto. Il faut faire le maximum pour aller au-delà de ce que votre femme rapporte. Au-delà. Non, permettez, Chalamel, permettez. Dominique, futé. Oui, j'ai fini. D'accord. Prenons les messages. Chalamel. Non, on en revient. On va revenir, Chalamel. Oui, on le sait. Elle ne travaille. Son mari ne travaillait pas. C'est l'homme qui se plaignait. Il dit que la femme avait rimé tout jusqu'au sexe.
Donc le jour qu'il a trouvé le travail, il dit qu'il s'est vengé jusqu'à... Alors c'est pour vous dire que vous ne prenez pas ça intellectuellement. Le problème de la femme s'arrête le jour où elle se marie et le problème de l'homme commence le jour où il se marie. La femme au mi-longueur... Bon, ça c'est les reprises de Charles Hamel. Même s'il ne veut plus d'elle, qu'il rembourse donc les investissements effectués vis-à-vis de cet homme. Charles Hamel, qui ne victimise pas. Non, lisez le message. Arrêtez de victimiser les hommes. Moi aussi, je pense ça. Cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est l'homme qui est allé vers la femme, donc pas le contraire. Steve, je n'ai pas protégé. Vous deux, vous avez déjà frappé sur l'homme. Je ne veux pas. Il fallait. Non, il faut bien dégager les responsabilités. Les parents ont des responsabilités. Tu vis avec un homme pendant 4 ans dans la maison familiale et tu ne connais personne dans sa famille, ma soeur. Pourquoi tu ne t'es pas rapprochée de sa famille, Marie-Claude? On parle. Non, car Dominique. On parle comme ça pour nous. Il y a une autre qui est déjà en train d'aller faire la même chose. Karine, respect, je vous en prie. On ne peut pas. Vous ne pouvez quand même pas, vous, madame, vous entrez dans la maison d'un homme sans connaître s'il a des frères, des soeurs, des oncles, quand même. Ma chérie, j'ai des frères et des soeurs. Ok, c'est moi qui vais donc spontanément. Alors, lorsque vous entrez en réalité, oui, avant même d'entrer, faites tout quand même pour que votre gars tienne votre main et qu'il vous fasse faire le tour au moins de ses oncles. Alors que l'amour est aveugle. Non, mais écoutez, c'est pas parce que l'amour est aveugle qu'on le dit, Karine. Nous, on a des sœurs en réalité. Hein. On a des sœurs dans nos maisons. Mais nous ne voulons pas justement voir nos sœurs commettre les mêmes bêtises. Prenez la peine, madame. Même dans ce cas, je vous comprends bien, même dans ce cas, quand vous savez qu'une femme vit dans votre maison avec votre fils, vous la laissez continuer à vivre. Si vous êtes un parent. Maman Mengan. Oui, une minute. Il y a... Chaque être humain est un être particulier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un individu. Et dans les relations du mariage, il faut avoir des principes de vie. C'est différent des principes où on vit avec quelqu'un. Donc, et pour les femmes, généralement, celle-ci de l'histoire d'aujourd'hui, il fallait, parce qu'elle est mariée, elle est follement amoureuse. Sa famille doit chercher à savoir quelle est la famille où elle veut intégrer. Lui dire, près de trucs, quitte à vous de la laisser si elle ne veut pas. Très bien. Voilà comment ça se fait. Parce qu'en fait, sinon, on va prendre un cas particulier généralisé. Chaque fois, un cas particulier, on va généraliser. Ça n'existe pas parce qu'en fait, nous sommes 7 milliards d'individus au monde. Nous avons 7 milliards de points de vue. Et 7 milliards d'observations. Voilà, 7 milliards d'observations. Voilà. Maintenant, les observations iront donc en fonction de l'environnement, en fonction du lieu dans lequel vous vivez et en fonction de votre éducation propre. C'est comme ça qu'il faut stratifier. C'est très important d'en parler, car il y a encore des messages. Depuis le jour où la fille a perdu son papa et qu'il a été incapable de lui venir en aide, elle devait le zapper. Yonga. Notre message... Alors, elle devait le zapper parce qu'en fait, elle devait voir quoi? Il fallait voir quoi? Le garçon richissime, le garçon... Qui paye le transport, Michel Gachou? Ça veut dire quoi? Son nom est un vrai gigolo, accompli sans honneur et rempli d'ingratitude. Elle aussi a très mal fait d'aller vivre chez un gars sans toutefois avoir réfléchi. Merlin Magia. Mais est-ce que c'est qu'il y a des parents qui parfois abandonnent leur fille comme ça? Hein? Vous savez que votre fille ou votre garçon vit... Vous savez que Charles a posé le problème ici. Est-ce que vous laisserez votre fille aller dans un foyer comme ça, sans prendre la peine d'aller les encadrer? Il faut toujours parler. Vous dites, il faut lui en parler. Voilà. Il faut toujours en parler. Parce qu'en principe, on vient chercher la fille. Mais le phénomène de Mbom ne date pas d'aujourd'hui. À ce moment... C'est la famille, c'est là où on vous dit que faites quoi, vous reviendrez toujours dans la tradition africaine, tradition bantou. Voilà. Où vous allez vous rendre compte que le bonheur est collectif, le salut est collectif, c'est pas individuel. Très bien. Très nombreux, bien sûr, à nous laisser des messages ce matin, mesdames et messieurs. Le courage qui est le nôtre, oui, en même temps, c'est de vous parler tous les jours, mais de pouvoir parfois percer l'abcès avec des mots parfois durs, un peu comme Charles Hamel le fait sur ce plateau, très souvent. Dominique Audrey également, qui ne se laisse pas prier pour dire ce qu'elle pense. Ben, c'est votre comme ça, comme on dit souvent. Voilà. Et Karine Santé également. Ça me vaut, hein. C'est important. Et il faut rester vrai parce que, j'aime à le dire, restez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est très important.
Allons-y Karine, la revue des réseaux sociaux ce matin, il s'agit de quoi? On parle d'abord de cette bombe artisanale qui a explosé à Douala 5e au quartier Bepanda Rose-Croix, c'est à Bonéonda particulièrement. 2 individus, 2 jeunes ont été blessés au 3e degré suite aux brûlures de l'explosion de cette bombe artisanale-là. Il faut dire que la première a été montée dans leur chambre pendant qu'ils la manipulaient et c'est alerté que les démineurs de la gendarmerie sont arrivés pour inspecter les lieux et on a découvert que c'était une chambre, un espace ou encore une usine de fabrication de bombes artisanales. Les deux sont brûlés au 3e degré. Michel Gachou, vous nous disiez tout à l'heure que l'un d'entre eux a perdu la vie. Oui, et c'est assez dommage aujourd'hui. L'un des manipulateurs aujourd'hui, ce sont des informations que nous avions eues ce matin. Ben, il est important justement de dire qu'on devrait s'en méfier. Est-ce que ce n'est pas des jeunes qui regardent tous les tutos que nous avons sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, et comment fabriquer une bombe aujourd'hui, qui peuvent s'en servir? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de Dominique Côté d'interpeller l'État du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, qui est d'ailleurs en même temps patron de la protection civile, à revoir un peu justement cette réalité-là rapidement et interpeller. Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser quand même les biens des personnes sur cette question, sur cette histoire? Oui, tous les jours on le dit ici que l'environnement camerounais est de plus en plus pollué. Et ça commence au niveau des enfants en bas âge. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Charles Hamel était remonté ici contre des dessins animés qui faisaient une sorte d'initiation aux enfants de façon inconsciente. On fait voir des choses aux enfants. Aujourd'hui, à travers les séries qu'on regarde, il y a une certaine promotion de la violence, l'utilisation des bombes et tout. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a également même la musique aujourd'hui qui est devenue un vecteur de... franchement. Donc, on a que les réseaux sociaux... Ils peuvent se servir de YouTube pour apprendre à fabriquer les bombes. On se sert de tout. Malheureusement, au Cameroun, au travers, je ne sais pas si c'est l'antique aussi qui doit gérer ça, les réseaux sociaux, le contrôle là-bas, rien n'est fait. Regardez en Chine par exemple, ils ont leur Facebook, ils ont leur Twitter, ils ont leurs réseaux sociaux à eux. Et le gouvernement chinois là-bas est tellement impliqué dans l'utilisation des réseaux sociaux que lorsqu'il y a une mégarde, lorsqu'il y a une bavure ou un écart de comportement, on reprime directement, on censure ou bien on suspend pendant un certain temps. C'est à ça qu'on se sera attendu au niveau de nos réseaux sociaux parce que la conséquence est là. On a même eu le même cas en France en 2018 où 2 élèves ont même lancé la bombe carrément dans leur collège et également eux aussi ils ont été également punis. Donc pour ceux qui sont restés vivants après avoir fait ça, il faudrait qu'ils soient punis. Très bien. Et sévèrement. Et Mbombo Mbengan, justement sur cette question telle qu'elle est évoquée ce matin, est-ce qu'on ne devrait pas dire que les chefs de bloc, chefs de quartier en font affaire quand même? Il faut identifier ceux qui sont dans les quartiers, savoir qu'est-ce qu'ils pratiquent au quotidien, non? Justement, il faut procéder à une éducation, une formation qui vise à protéger le pays et non le président de la République. Parce que quand vous vivez, vous, surtout les chefs de bloc, les chefs de quartier, les autorités administratives, quand vous donnez l'impression que vous protégez le président de la République, les autres qui lui reprochent des choses, il a prêté serment, il a promis, s'il a promis, ça n'a pas vu, ils vont vous voir comme simplement les collaborateurs du président de la République pour lequel vous voulez, embellir l'image et laisser le pays. À ce moment-là, même les informations, le système de renseignement sera bloqué, sera biaisé ou même bloqué quelquefois. Or, on dit qu'il faut approcher l'administration des administrés. C'est tout à fait normal. Je pense que Charles Hamel a déjà dit ici plusieurs fois. Comment vous pouvez entrer dans un village, dans un quartier, sans que le chef de quartier ne soit au courant? Or, le chef de quartier, on a d'ailleurs multiplié comme Douala les chefferies de 3e degré dans les quartiers. Et les blocs aussi. C'est eux qui procèdent aux inscriptions sur les listes électorales. Il y en a même dont la chefferie sert de bureau de vote. Mais comment vous pouvez donc le faire et baisser la garde lorsqu'il faut maintenant la protection des mêmes populations? Coupure d'électricité, les agressions et tout. Maintenant, on se retrouve donc dans une situation où tout le monde, la sécurité et la sûreté du pays appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit
le quatrième principe de la défense, c'est que la défense est universelle. C'est tout le monde qui participe à la défense nationale. Pour cette raison, vous avez raison, les chefs de bloc, les chefs de quartier devraient vivre avec les populations. C'est comme ça. Et c'est quand même important de le préciser, cher Lamel. Nous sommes en 2021. D'ici octobre, si la crise anglophone n'a peut-être pas connu de résolution réelle, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que c'est peut-être des velléités sécessionnistes qui sont en chemin, en marche, au point où des Camerounais préparent déjà une éventuelle riposte en fabriquant des bombes artisanales dans leur chambre aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, cette affaire avait commencé à Bonabéry. Oui. On vous a dit qu'à Bonabéry, ça dormait, on a organisé des trucs, on a pris des gens, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on est à Bepanda, double balle. Avant Bepanda, double balle. On parlait de Ghana Rose-Croix. C'est Bepanda. Je dis, bon, c'est double balle. C'est double balle là-bas. C'est double balle, bon, c'est à quelques rues. C'est double balle, ensemble, c'est double balle. Vous appelez Bepanda Rose-Croix? Oui, là-bas, c'est l'entrée parce qu'il y avait à cette époque un temple de la Rose-Croix. À ce niveau, c'est Bepanda hors de Tchad. En fait, c'est au Carrefour. C'est au Carrefour du marché. C'est double balle, monsieur Michel Ngachou. Donc, double balle. Hier, c'était à Yaoundé où on a eu 4 explosions. Yaoundé a connu plusieurs explosions. Et les derniers, c'était au niveau d'un snack où ça a blessé plusieurs personnes. On a toujours pris les choses pareilles. Nous avons plusieurs quartiers, des quartiers populeux. Je dis bien populeux. Nous avons Mabanda, nous avons Granga, nous avons Village, nous avons... Mais, monsieur Michel, il faudrait qu'on mène des enquêtes. L'une des particularités dans cette zone, parce que je me suis arrêté là-bas, quand j'ai entendu, je suis descendu sur les lieux, ça je peux vous rassurer pour voir ce qui s'y passait. J'ai découvert, il y avait les policiers, il y avait vraiment tout l'armada, comme on dit, dans la sécurité de Douala. Mais il y a quelque chose qui revenait, on disait, c'est des gens qui ne causaient pas avec les autres. C'est des gens qui vivaient, qui étaient fermés, leur maison était toujours fermée, ils s'enfermaient dans leur maison. Mais si on avait eu la présence d'esprit, je reviens là pour rejoindre Bonbon. Si c'était des gens, dès que vous vous rendez compte qu'il y a un voisin, il ne parle avec personne, c'est d'abord le chef de quartier. Dans les quartiers, on ne connaît pas les chefs. Dans les quartiers, on ne connaît pas les chefs, monsieur Michel Ngachou. C'est des individus, permettez-moi l'expression, effacés qui n'apparaissent que lorsqu'il faut mener des campagnes, lorsqu'il faut sortir pour le RDPC et tout et consorts, ou lorsqu'ils cherchent les différents intérêts. Les chefs gagneraient à se faire connaître. Les chefs de bloc, les chefs de quartier gagneraient à se faire connaître. Nous, on a habité dans des zones, monsieur Michel Ngachou, où une fois le mois, le chef faisait le tour de tout le quartier. Pas pour enseigner. Non, il passait. Bonjour, c'est le chef, c'est la chefferie, c'est le quartier, nous passons, tout va bien, tout se porte bien ici chez vous. Les qui sont nouveaux là, ah c'est vous, vous sortez d'où, vous arrivez d'où? On descend les rues, pourquoi le pont s'il n'est pas là? Ah, une autre que dans telle zone, il y a un problème avec les soucis avec le pont, il est parti. Mais ils doivent faire leur travail. Monsieur Michel, c'est important que ces chefs, et le voisinage aussi, doit beaucoup travailler. Les voisins aujourd'hui s'en foutent, hein. Ça il faut vous le dire, c'est votre vie, c'est ma vie, je m'en tape, vous faites ce que vous voulez chez vous, tant pis. Donc je crois qu'on gagnerait à organiser un calé-calé dans toute la zone de Bepanda, double balle. On prend tous ces taxes là-bas jusqu'à Bonabo, on essaye de fouiller pour essayer de sortir. C'est global, hein. C'est pas seulement au niveau de Bepanda, le Cameroun entier. Les Camerounais doivent apprendre à se sécuriser entre Camerounais. Karine Sontia. Le deuxième sujet concerne la consommation de la drogue en milieu scolaire. Il y a des élèves à Yaoundé qui fréquentent un collège qui ont été attrapés et puis ramenés dans un centre hospitalier justement parce qu'ils avaient consommé de la drogue et n'étaient plus en état de répondre de quoi que ce soit. Et le médecin, le personnel soignant que vous voyez en image là explique ce que les parents devraient faire, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce que ces enfants ont fait, consommer de la drogue alors qu'ils sont des élèves et les cas comme ça sont légion. Et on les a justement en image aujourd'hui, c'est bien dommage en même temps, hein. Dominique Audrey, on peut encore imaginer la douleur des parents, de ses enfants aujourd'hui. Déjà le cœur qui bat la chamade, vous savez qu'on a les petits frères, c'est comme ça, on se dit, est-ce que ce n'est pas le têtu là-bas? On veut savoir si c'est on veut savoir si ce n'est pas mais il faut dire une chose, hein. Il faut dire une chose, moi je l'ai souvent dit sur ce plateau, moi à mon âge, je ne connais pas ce à quoi ressemble le chanvre indien.
Je vous le dis très honnêtement. Non, je suis très honnête. Oui, moi, je ne sais pas ça à quoi ressemble. Vous appelez ça quoi, là, les comprimés, vous appelez ça comment? Le tramol. Je ne connais pas. Le 0,20. Je ne connais pas comment on joue aux cartes en réalité. Quand je joue au Djambo, je ne connais pas. Bon? Non, je ne connais pas. Je suis très honnête. Oui, mais j'ai grandi. Non, je le dis honnêtement. Et effectivement, je vous dis, maman, ça ne riait pas. Mais aujourd'hui, je ne sais pas jouer aux cartes. Voilà, moi, Il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous regardez vos petits frères aujourd'hui, c'est eux qui sont violents, ils sont mal élevés, ils ont des attitudes incroyables. Et effectivement, est-ce qu'on ne peut pas dire globalement, Dominique, Karine également, puisque vous êtes des femmes, tout va de la maison, la cellule familiale en matière d'éducation. Est-ce qu'on ne devrait pas s'en interroger véritablement? Non, les enfants sont devenus, j'allais dire, plus ingénieux que leurs parents. Ça a commencé, je vous ai parlé dernièrement de ce séminaire, ce colloque qui a eu lieu au Cameroun en avril 1987, du 7 au 11 avril 1987, la famille en Afrique noire. On a reproché aux familles qu'on appelle vulgairement les bobos, aujourd'hui, dont les familles nantis, qui commençaient à délaisser les enfants. Quand ils accompagnaient les enfants à l'école, c'était l'époque où les Renault 25 venaient de paraître au Cameroun et les Pajero. Donc on leur donnait à ces enfants-là une certaine statut qui dépassait les autres de leurs camarades de classe. Et ils se permettaient des cigares et tout. Aujourd'hui, l'orientation a pris tellement de volume que, étant dans la situation, c'est comme ça, ils commencent à faire tester ça à leurs camarades. Ici, à Douala, ça avait commencé au lycée Josse. Je pense qu'il y a 8 ans, on avait recensé des élèves du lycée Josse qui étaient dans la drogue. Et c'est eux les mêmes qui peuvent entrer dans les boîtes de nuit, ils achètent parce que la maison papa a baissé la garde, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui arrive là est malheureux. Alors, malheureux pour le Cameroun et malheureusement on reçoit ça tout le temps. Peut-être rapidement on peut écouter le médecin avec l'accompagnement, on peut écouter ce que nous dit ce médecin rapidement. Parce que ça aurait pu être le pire. Aujourd'hui, nous sommes là en train de nous débrouiller, pas de nous débrouiller, en train de nous évertuer à trouver des solutions. Ils sont non seulement non identifiables, donc on peut dire sur la tenue qui est déjà en état vraiment déplorable. Et l'argent que les parents dépensent à l'école pour pouvoir faire de ces enfants des hommes de demain, chers parents, veillez sérieusement à communiquer suffisamment avec vos parents à la maison. Parce que s'il n'y a pas assez de communication, il y a bien des choses qui vont vous échapper. Plusieurs vidéos ont déjà été faites à l'endroit pour pouvoir vous montrer des détails sur ces enfants qui sont interpellantes. Des interpellants autant pour moi, des choses qui préoccupent, qui montrent que ces enfants sont déjà en train de faire des choses déplorables. Celui-ci, il quitte la maison sans ceinture, il l'a en passerelle, il ne sait même plus on a agité ça, il marche avec des cordons, des lacets de chaussures avec des couleurs, pour montrer qu'ils sont dans un groupe de deal. C'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux. L'autre aussi, vous voyez comment il est en train de baver. Si maintenant il perd la vie là maintenant, que dirons-nous? C'est vraiment très dangereux. Donc chers parents, prenons conscience et exhortons nos enfants à la maison. Merci beaucoup, merci infiniment pour ces conseils et nous interpellons les parents. Nous aussi nous sommes parents. Chalamé, rapidement avant la pause. Monsieur Michel, on éduque les garçons avec les coups de poing. Je le dis, c'est bantou. La fille reçoit son éducation chez sa mère, le père, c'est avec les coups de poing. Aujourd'hui, quand vous voyez des parents qui discutent, qui suivent les conseils de Dominique Audrey, les s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre? Ça ne se discute pas, monsieur Michel Gachou. Je dis ça ne se discute pas, monsieur Michel. C'est la loi martiale. Permettez-moi l'expression. Ça peut être superlatif, monsieur Michel Gachou, mais on éduque un garçon. Quand vous avez un enfant qui a une addiction à la drogue, il commence à avoir des troubles de mémoire, c'est-à-dire vous parlez, après il oublie. Vous lui dites quelque chose, il oublie. Il a le langage, pardon, tu as dit que quoi? Le langage, comment? Il a des attitudes. Non.
La violence, c'est quand il est déjà sous l'emprise. Je dis, lorsque vous discutez, rentrez, vous discutez chaque soir avec l'enfant et vous observez les yeux, vous discutez. Vous discutez pas avec votre enfant. Dans les yeux. Merci. Les enfants ne regardent pas. C'est mon enfant, c'est pas mon enfant. Voilà. Merci. Maintenant, une pause rapidement. On va revenir sur ce sujet, surtout sur les messages laissés par nos téléspectateurs. Et allons retrouver Consti Lamy qui est avec nous ce matin. Bonjour Consti, bienvenue. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients, je leur annonce officiellement que ce 1er février et jusqu'à la fin du mois de mars, nous vous offrons 2 mois de double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je dis bien tous les produits qui sont en vente au magasin 1001 tapis vont connaître une véritable baisse des prix du 1er septembre, du 1er février au 30 mars 2021. Vous aurez donc l'occasion de faire des achats dans de très très bonnes conditions du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc 2 mois de double réduction, 2 mois de baisse encore et encore des prix du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Mais déjà, par ce 1er février, nous ouvrons la page commerciale avec la présentation et la commercialisation une fois de plus de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 qui est toujours en pleine promotion du côté du magasin 1001 tapis. Et j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs. Soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants. Faites le bon choix des compléments alimentaires. Et le bon choix des compléments alimentaires passe bien entendu par l'achat de votre Von Bio Oméga 3 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parlons toujours de la promotion qui est en cours et qui sera également en intégralité du 10 au 14 février 2021. Ce sera du côté de la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la 2e édition de la foire des leaders. Ce sera donc du 10 au 14 février 2021. De ce côté-là, vous aurez l'occasion de vivre la présentation, la démonstration et la vente promotionnelle de tous les produits du concept Salaka, parmi lesquels la gamme Von Bio, cette gamme qui se veut variée, cette gamme qui se veut complète, gamme dans laquelle vous avez des compléments alimentaires tels que le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Détox, le Von Bio Libido, le Von Bio Cardio, le Von Bio Sleep, le Von Bio Relax. Donc tous ces Von Bio là sont en pleine promotion du côté du magasin 1001 tapis. Et nous vous donnons une grande promotion pendant 5 jours du côté de la salle des fêtes d'Aqua. C'est à l'occasion de la foire des leaders du 10 au 14 février 2021. Venez vivre 5 jours de promotion, 5 jours de démonstration, 5 jours de vente promotionnelle de tous les produits du concept Salaka. N'oubliez surtout pas que la boîte de Oméga 3, c'est 30 gélules à l'intérieur et c'est une gélule par jour pendant le repas. Il est important de consommer les compléments alimentaires, mais alors il est encore plus important de consommer le Von Bio Oméga 3 qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Vous avez donc tous ces compléments alimentaires sont en vente tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est le point de vente par excellence de la gamme Von Bio qui est situé en plein cœur de Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. C'est un qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez en pleine promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est votre magasin qui vous permet non seulement d'acheter des compléments alimentaires de qualité mais également d'avoir les prix les plus bas en matière de compléments alimentaires parmi lesquels vous avez ce lait de toilette uniquement pour diabétiques. Donc ceux qui ont besoin de commander que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Détox, le Von Bio Lotion, venez tout simplement au magasin 1001 tapis. Alors appelez-nous tout simplement au numéro de téléphone du magasin 1001 tapis et commandez votre Von Bio Oméga 3. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et rendez-vous est pris du 10 au 14 février du côté de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Merci beaucoup Consti Lamy. Et puis nous poursuivons avec vous madame, monsieur Karine Santia. Nous poursuivons. Oui, ça vous intéresse de parler d'agro? Tout à fait, parce que absolument, oui. Absolument, l'éducation, parce que là maintenant, avant même Covid, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en Occident envoient leurs enfants ici. Pourquoi ils sont là-bas, là où sécurité sociale, tout ce qui est, mais les enfants viennent fréquenter au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon et tout.
précisément parce qu'ils ont compris là-bas que l'éducation d'un enfant qui est différent de l'instruction, donc l'éducation à la maison, doit être paramilitaire. Donc, une maman... Ici, c'est comme ça le banco. avec ces sociétés qui vous voyez que les mamans éduquent les enfants sans les caresser. Non bébé, ça va. La maman, tu demandes banco, nous avons eu les mamans. Mais actuellement, attendez, vous croyez je que ça peux vous va, les citer, même ceux qui sont là, je peux vous citer les Elisabeth Tanque et tout ça. Vous pensez quoi? Le problème c'est que vous êtes restés dans les gens qui vous ont frigorifié le cerveau par de mauvaises lectures. Les anthropologues occidentaux ont dit, par exemple, ont développé des théories que j'ai trouvées quelque part. Les Africains, les Bantous ne communiquent pas. C'est faux. C'est archi faux. La communication est née en Afrique. Comment vous dites que l'Afrique ne communique pas? Mais le papa cherchait le couloir. Et c'est maman qui prépare ce couloir. Il les prépare comment? Comme tu continues l'attendre. Ton père va arriver maintenant. Parce que maman lui a appris, elle a donné une éducation. Et lorsqu'il sait que l'enfant commence à... Parce que maman c'est la douceur, c'est ci, c'est ça. Mais également avec c'est elle qui sait mettre la force à un moment. Mais pour donner donc il y a des moments aussi sévères, Maman Bengan. Elle devrait l'être en réalité. Oui, la sévérité de maman, ce n'est pas de limite, mais elle doit rester maternelle. Chez nous, papa connaît l'enfant à partir de 7 ans. Et justement parce que papa doit commencer à avoir le regard sur l'enfant et apporter encore plus de vigueur dans ce que maman donne au préalable. Mais maman doit dire, quand ton père va arriver, tu vas voir. Est-ce que c'est dangereux? Quand ton père va arriver. Mais ça ne veut pas dire que lui ne communique pas. Puisque là-dedans, c'est là où tu vas choisir les successeurs. C'est là où tu vas dire, ma fille là, elle va porter la famille demain. Ainsi, comment donc le papa choisit les couloirs où il va dire, commencer à dire non. Prépare-moi, petit maman là. Est-ce que c'est l'occasion de dire justement, est-ce que c'est l'occasion de dire justement à ceux qui nous regardent, faisons attention aux enfants que nous envoyons en Europe très jeunes? Tout à fait. Même ce que nous avons ici, votre phénomène de mondialisation là est très pernicieuse. Très pernicieuse. J'aime vous lire ici, trouvons les 10 points de consensus de Washington qui ont été repris par Jean Ziegler dans son livre Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. C'est dangereux. Interrogez nos enfants qui sont là-bas. Pourquoi envoient-ils leurs enfants fréquenter en Afrique? Précisément parce que ici, l'éducation est telle que on ne peut pas appeler la police à 9 ans quand papa gronde à la maison. Parce que là-bas, gronder un enfant veut dire que vraiment tu es devenu, je ne sais pas moi, le diable du monde et tout. On ne gronde pas l'enfant. On gronde l'enfant. Et en plus, l'enfant ne grandit pas quand il laisse le toit de ses parents. Monsieur Mbachou, vous savez, dans l'éducation du Bantou, il y a deux choses qui interviennent. La première, le premier-né n'échoue jamais. Tout à fait. Le premier-né n'échoue jamais. Et l'unique enfant ne doit jamais échouer. Tombe. Or, vous, aujourd'hui, un enfant unique, voilà. On le dorlote, mais non. On dit... Pomme, Inyombe, donc unique garçon, tu as un unique enfant, il ne doit pas se perdre. Il ne doit pas. L'aîné ne doit pas se perdre. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que l'aîné va dire, mais la rigueur que j'ai bénéficié là, mes enfants là, les derniers même, il peut même pisser, il peut même pisser, il peut même casser le verre. Attendez. Le premier enfant est celui qui reçoit toute la rigueur. Je dis la rigueur parentale. On ne joue pas avec l'avant-dernier. Parce que c'est 2 personnes qui portent la famille. Le premier et l'avant-dernier. Observez dans toutes les maisons, vous allez vous rendre compte que le premier, même s'il n'arrive pas loin, il réussit. L'avant-dernier arrive et réussit à porter. Il y a toujours l'un d'eux. Et vous allez vous rendre compte que parfois, lorsqu'ils sont jeunes, même ils bagarrent, le plus petit a tendance à vouloir taper le grand frère. Parce que le grand frère l'a appris à savoir supporter, encadrer. Nous avons aujourd'hui des parents qui ont des enfants. Le parent caresse tellement l'enfant, il cajole tellement l'enfant que l'enfant se croit tout permis. Ça commence par quoi? Tester les enfants à la maison avec la gestion financière. Parce que pour beaucoup, et j'apprécie cela, ils donnent tout à l'enfant à la maison. C'est-à-dire l'enfant le petit déjeuner à la maison. Lorsque l'enfant a pris le petit déjeuner, il va à l'école. Dès que l'enfant va à l'école, il n'a plus droit. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant commence à faire des crédits.
Il ne dit pas à ses parents, il commence à faire des crédits et il rentre dans la maison, il s'outille pour aller régler ses crédits au niveau de l'école. Ça, c'est un phénomène qu'on a observé. Donnez l'argent à l'enfant. Dites-lui à partir d'aujourd'hui, voici ton argent de la semaine. Je ne parle pas d'enfant de primaire. Voici l'argent. Rentre, votre argent de la semaine, j'ai. Vous l'observez, le vendredi, vous demandez, il te reste combien? Il dit, papa, c'est fini jusqu'à... C'est fini comment? Explique-moi, lundi, j'ai mangé comme ça. J'en ris parce qu'en fait, il y a une histoire similaire où tu donnes, tu dis, bon, je t'ai donné 100 francs ce matin, n'est-ce pas? Il dit, oui, papa. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as gardé comme je t'ai demandé? Oui, papa, il va garder. Mardi, mercredi, jeudi, le même phénomène. Tu fais semblant d'avoir oublié. Est-ce que l'argent que je t'ai donné lundi, la semaine, papa, j'ai encore gardé, hein. C'est quelque part gardé. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. 2 semaines après, tu dis, mais l'argent où papa, maman a pris. Maman a pris. Il dit, mais maman a pris comment? Et quand je te pose maman dit, non, je n'avais pas tel. Il dit, mais non, on apprend à l'enfant justement à savoir être économe, à savoir garder de l'argent. Oui, mais là, on ne le dit pas à l'enfant. Non, on ne le dit pas. Voilà. Quand l'enfant te dit, maman a pris, tu dis, d'accord, justement, maman est en train de vouloir regarder quelque chose. C'est après que dit la maman, voilà, tu sanctionnes. N'oublie pas que l'enfant restitue les 500 pour qu'il garde. Non, on ne dit pas restitue. On dit à maman, mais comment tu oublies? Remets l'argent à l'enfant que tu as pris. Non, on ne dit pas ça. Alors, on dit à maman, n'oublie pas que cet enfant, on lui a dit qu'on doit tester, on doit ceci. Voilà. C'est comme ça que maman maintenant va restituer en disant... Il y a un autre phénomène. Quand un adulte arrive à la maison, généralement, quand ils veulent partir, ils plient la main et mettent dans la main de l'enfant. Quand vous observez votre enfant, celui qui a reçu une certaine éducation, il va courir derrière maman et dire que maman, voilà. Voici ce que papa a dit. Ce que je voulais dire. Et quand il vous dit ça, vous comprenez que vous avez commencé à... Ce que je voulais dire, monsieur Michel, c'est que ça, cette première attitude, si vous loupez le coach de la formation de l'enfant à ce niveau, vous allez vous retrouver. Il y a cette affaire de parlement. Et sinon, j'invite les polices. J'invite la police à véritablement racler et rafler tous les quartiers. Je dis tous les quartiers. En commençant par Bépanda. À quoi? Bépanda, les parlements. Vous voyez les jeunes de 13-14 ans, le soir ils sont tous assis au bord de la route, ils tapent des commentaires. C'est à ce moment, non, c'est à ce moment que les dealers, les deals, comme dit Dominique Audrey, tout se fait, tout se vend, tout se teste, tout s'apprend, tout se discute. Il faut éviter ce type de rendez-vous. Et je pense, et là pour accuser finalement le gouvernement, donnez-nous des lieux de loisirs pour les jeunes. Donnez des lieux de loisirs pour les jeunes. On n'a pas besoin de salles de cinéma, c'est pas le loisir. Donnez les lieux aux enfants. Revenons au cinéma, c'est une chose. Non, monsieur Michel. Non, mais c'est une chose. Ça déjà, ça commence. C'est important. Mais il faut quand même des salles de cinéma. C'est très important. Vraiment, Charles Hamel, merci à vous. Merci Mbombo, Karine Sontier, Dominique Audrey. Merci à vous qui prenez toujours la peine de nous regarder, madame, messieurs. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Et nous partons encore en vous disant, si vous ne faites pas la politique va vous faire, madame, messieurs. Et s'il vous plaît, allumons nos cerveaux. À demain.